OK. Alors, madame, monsieur. Voilà, alors je vous présente vos invités aujourd'hui. Et je vais laisser eux se présenter, puis après ça, on fera le tour de vous et je vais vous laisser ensuite les gens sur la Côte-Nord se présenter. N'est-ce pas, Nathalie? Bonjour, mon nom est Nathalie Fournier, je suis responsable de l'équipe Import-Export, donc à la Caisse centrale des Jardins, au niveau des émissions lettres de crédit, lettres de garantie, collection documentaire. Bonjour, Jean-Michel Lacroix, je suis directeur développement services internationaux aussi pour Desjardins. Donc, je travaille avec les entreprises comme certaines d'entre vous là, au niveau de tout ce qui est opérationnel, au niveau des transactions, pour faire du commerce international, donc tout ce qui est échange, tout ce qui est évidemment conversion de devises, les comptes en devises, vraiment tout ce qui entoure le transactionnel pour faire des affaires à l'international pour Desjardins. Super. Alors, on va y aller dans l'ordre. Bobby, explique-nous qui tu es, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu es avec nous. Voilà. Alors, on peut démarrer. Est-ce que tu veux venir rapprocher peut-être? C'est bon. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aborde? On aborde les principaux modes de paiement. On va parler du financement des opérations. On va parler des cautionnements et des garanties. On va parler des risques et la gestion des risques en commerce international. C'est très important pour l'entreprise, c'est très important aussi pour l'institution financière. C'est important de savoir comment on peut gérer ces risques-là pour maximiser sa marge à la banque, maximiser les argents accessibles, n'est-ce pas, quand on a des contrats, des mandats avec lesquels on peut travailler. Alors, il y a toutes sortes d'outils qui nous rendent ça disponible. Je vais aborder les sujets tranquillement après l'autre. C'est pas un PowerPoint auquel nos conférenciers sont habitués, mais ils sont habitués à ce qu'on le fasse ensemble à l'université. Fait que j'amène un sujet, je le démarre, puis après ça, je les laisse se débrouiller avec ça. Puis quand je vois que le temps est avancé, bien, je les amène sur une autre piste. Comme d'habitude, vous levez la main quand vous avez une question à poser. Vous vous souvenez de l'article, comment on fait, puis je le montre à nos conférenciers. Ils lèvent la main comme ça. Ça fait ça. Mais nous, on a un son. Ça fait bling. Comme ça, on sait qu'il y a une question, quelqu'un veut poser la question. Fait qu'on peut arrêter notre propos, puis on peut regarder où se trouve la main. Tu vois, regarde, là, Frédéric nous fait une démonstration. Dans ce temps-là, on dit oui, Frédéric, qu'est-ce qu'il y a encore? Alors, on va répondre à Frédéric. Et comme ça, on a une meilleure interaction. Les microphones sont ouverts de part et d'autre, donc ce que vous dites, ils entendent tout, puis ils nous reparlent. Des fois, si dans la salle où se trouve Frédéric, ils sont plusieurs, des fois, ils chahutent un peu. Fait que je peux fermer leur micro pour qu'on puisse travailler en toute quiétude. Ou leur rappeler de baisser le volume un peu, mais dans ce temps-là, ça veut dire que c'est bientôt l'heure de la pause, là, puis il faut que je leur donne un petit moment de répit. Quelque chose comme ça. Hein? Quand les étudiants dans la classe de l'université commencent à s'énerver un peu, là, on sait que c'est l'heure d'aller faire pipi ou d'aller prendre un café. OK? Alors, on fait comme 1h15, on prend une pause de 15 minutes, puis on fait à peu près une autre heure et quart pour terminer au plus tard à 4 heures. J'ai quelques vidéos, puis je vous montrerai tout à l'heure. Je vous ai rajouté aussi toute une série de documents pour faciliter votre travail par la suite. OK? Alors, je vais certainement sauter quelques pages, parce que nous autres, on aime ça travailler avec des images sélectionnées. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai mes parties qui travaillent dans une transaction internationale, un acheteur, un vendeur, puis aujourd'hui, on aborde les modes de paiement. On a déjà parlé d'incoterms, mais ça veut dire qu'on peut, maintenant qu'ils sont familiers avec les incoterms, on peut mentionner l'importance de ces éléments-là, pas comme étant c'est pas un facteur d'influence sur le terme de paiement. Il faut faire la distinction entre incoterms et termes de paiement. Des fois, les gens se mêlent un peu avec ça, parce que je peux avoir toute une série de paiements indépendamment des incoterms, mais ce sont des éléments importants sur ma gestion des risques. On va parler peut-être de facturage, de garantie, d'assurance. On va parler de change, sans l'ombre d'un doute, parce qu'on veut travailler ici avec certaines de ces entreprises vers l'Afrique, vers les États-Unis, vers l'Asie, n'est-ce pas? Puis on va parler de termes de paiement. Alors, on comprend que nos acheteurs, notre producteur, nos manufacturiers qu'on a ici,
font face à toutes sortes de contraintes. Puis ça, je vais vous laisser expliquer du point de vue de l'institution financière. Quand vous avez une entreprise qui démarre à l'international ou qui vient vous voir à l'international, qui s'en va dans une succursale, on sait pertinemment, vous comme moi, que le directeur de succursale ou le directeur de compte d'une succursale a des connaissances limitées par rapport à l'international. Et que là, votre intervention est importante. La raison pour laquelle je vous invite ici aujourd'hui, c'est parce que vous apportez le point de vue du département international de l'Institut financier. Et ça, moi, je veux que ces gens-là comprennent bien ça. Parce que, par expérience, s'ils vont voir le directeur de compte, il va dire, je vais m'occuper de ça. Alors moi, on a déjà vu toutes sortes d'histoires, parfois surprenantes, quelle que soit l'institution financière, où le directeur de compte se donne une compétence qu'il n'a pas. Ma recommandation que je fais toujours aux entreprises, c'est travaille directement avec le Centre international de ta banque ou de ton institution financière, parce que ce sont eux qui sont équipés pour répondre à tes questions. Je me souviens de demander une lettre de crédit transférable et d'avoir obtenu une traite. OK? Bon, mais la traite, je n'ai rien qu'à l'encaisser, puis j'envoie rien, puis j'ai gardé l'argent, là. Non, non, non. Et quand j'avais rappelé à l'institution financière en question, j'ai parlé à la personne, j'ai dit, vous m'avez envoyé ça. Et elle m'a dit, c'est la même chose. Bon, ça fait quelques années, mais on peut imaginer que c'est ça. Okay? Alors, le point de vue où je veux amener à partir de ce moment-là, bien sûr, c'est ça. Oui. N'est-ce pas? Oui. Alors, là, je vous laisse le plancher, n'est-ce pas? On commence par aborder, pour nos entrepreneurs, comment aborder l'institution financière. Après ça, on peut parler des différents modes de paiement intéressants à l'international. En fait, tu peux revenir à la première slide. Je Oui. l'aimais bien pour démarrer la discussion. Super. Ce qui est bien dans le propos de Carl, c'est effectivement vrai que c'est pas nécessairement devant la caméra. Tu voulais que j'en regarde par là, ce que j'ai compris. Non, c'est correct, mais là, c'est bon, il ne voit pas. En fait, c'est vraiment vrai que dans mon travail de tous les jours chez Desjardins, ça va arriver souvent qu'un directeur de compte va m'appeler pour me poser des questions par rapport aux questions qu'un client va lui poser ou un exportateur potentiel comme vous ou un exportateur. Il y a plein de cas qui vont arriver, puis la bulle représente les éléments sur lesquels les exportateurs, vous devez vous positionner et regarder aussi, parce que c'est vrai qu'il va y avoir un risque de change, c'est vrai qu'il va y avoir une méthode de paiement. Il faut financer ces contrats-là et ces exportations-là. Il faut en même temps maîtriser tout ce qui vient dans la transaction en tant que telle, que ce soit des assurances, que ce soit la transaction de change, que ce soit le paiement que vous allez recevoir. C'est évident que le directeur de compte de votre succursale, il connaît la base de toutes ces choses-là. À la limite, ça se peut qu'il y ait certains éléments qui soient moins à l'aise, que ce soit les assurances ou que ce soit les lettres de crédit, par exemple, parce que c'est quelque chose qui est un petit peu plus compliqué. Mais à la limite, il va avoir le réflexe d'appeler à son département international. Sinon, tu sais, c'est pas mal commode non plus d'un exportateur comme vous, d'aborder le sujet avec votre directeur de compte. Il est là pour vous conseiller. En premier lieu, moi, je pense qu'un directeur de compte est là pour vous accompagner dans vos projets. Puis c'est de profiter de son accompagnement et du réseau de son institution financière pour pouvoir vous donner un coup de main à ce niveau-là. Donc, moi, je pense que la première étape, quand on va exporter, évidemment, vous allez négocier avec votre client potentiel, que ce soit quelqu'un que vous ayez rencontré dans une foire commerciale, quelqu'un qui vous a contacté sur Internet via votre site Internet, quelqu'un qui vous a été référé par un autre client. De faire intervenir son directeur de compte, puis de faire intervenir les gens d'international de son institution financière, pour moi, c'est un peu incontournable. Évidemment, je prêche un peu pour ma paroisse parce que c'est ça que je fais à tous les jours. Mais il y a souvent des choses puis on parlait de mauvais exemples tantôt ou de situations qui se sont arrivées. Ben, à un moment donné, les gens signent des contrats, puis on ne sait pas c'est dans quelle devise, on ne sait pas c'est quoi les modes de paiement, il n'y a pas d'incoterme de déterminé. Il y a plein de conditions qui n'ont pas été discutées. Puis là, on est un peu devant le fait accompli, on serait prêt à expédier, l'acheteur est prêt à acheter,
il reste encore beaucoup d'étapes à passer. Donc, évidemment, comme dans tout projet, c'est de s'allier les gens qui vont pouvoir nous aider à amener la transaction à terme. Parce que le but, chacun d'entre vous, vous voulez aller à l'international parce que vous avez un projet ou des produits à offrir, des produits qui sont différents de ce que les acheteurs à l'autre bout du monde pourraient avoir. Le but, c'est de pouvoir le livrer. Puis pour vous, c'est de le livrer, évidemment, avec une rentabilité puis un certain produit. Parce qu'évidemment, dans tous les aspects qui sont là, si évidemment on parle d'assurance, si on parle de garantie, si on parle de financement, si on parle de gestion documentaire, tout ça est malheureusement pas gratuit. Donc, il y a des coûts qui sont faits, qui peuvent être importants si on utilise d'une manière ou l'autre de faire la transaction, qui devraient normalement impacter le prix que vous allez faire à votre fournisseur à l'autre bout du monde. Nathalie? C'est bon? Je suis bien d'accord avec ça. Effectivement, de faire entrer rapidement des spécialistes dès les premières négociations. En fait, il ne faut pas vous retrouver comme entreprise avec des conditions auxquelles là, vous n'étiez pas attendu, entre autres. Les termes de paiement, c'est quelque chose vous allez payer quand? Avant la livraison, après une lettre de crédit, qu'est-ce que ça implique? Collection documentaire, qu'est-ce que ça veut dire? Les frais qui sont reliés, les risques qui sont reliés à ça. Donc, il faut ne pas garnir le coffre à outils, mais c'est de s'informer, dans le fond, rapidement, au début de la transaction, idéalement même avant de prospecter les marchés, peut-être les habitudes selon les pays, mais de vous informer rapidement parce que ça va avoir un impact plus tard là, pour le succès de votre transaction. Ce qui nous amène aux méthodes de paiement. Donc, en fait, une fois qu'on va avoir avancé dans la transaction, vous avez un produit, vous devez le vendre. Évidemment, une fois vendu, vous allez devoir être payé. Donc, dans le meilleur des mondes, un exportateur comme vous cherche à avoir la solution la plus sécuritaire pour lui, c'est-à-dire d'être payé d'avance. Donc, vous avez un produit, vos bouteilles d'eau, vos blocs de granit, vos compétences en ingénierie, ben, c'est un contrat de 100 000. C'est évident que si vous obtenez de votre fournisseur qui vous paye le 100 000 d'avance, avant que vous commencez à produire, à transformer ou à expédier, ben, c'est le meilleur des mondes pour vous parce que vous avez l'argent, vous n'avez pas encore engendré les coûts, vous allez pouvoir vous servir de cet argent-là pour payer vos coûts, et après ça, faire la livraison. Donc, c'est le meilleur des mondes. Moi, je dis tout le temps à mes clients, des fois, qui me disent, ben moi, j'ai pas de problème, j'exporte aux États-Unis, tout le monde me paye d'avance. Tout le monde qui achète de chez vous, vous paye d'avance. Si vous donniez des termes ou si on utilisait d'autres modes de paiement, est-ce qu'il y aurait d'autres clients qui voudraient faire affaire avec vous? Des fois, poser la question, c'est susciter l'intérêt. C'est la même chose pour vous ici. Vous avez des fournisseurs, vous avez des gens qui vous donnent des prestations de services. Puis on va prendre un comptable, par exemple. Vous avez le choix entre deux comptables. Il y en a un qui va vous dire c'est 5 000 pour les états financiers, c'est payable tout de suite. L'autre, il va dire c'est 5 000 mais payable 90 jours après que je vais les avoir terminés. À comptable égal, évidemment, vous allez choisir celui-là qui va vous donner le terme de paiement le plus long. Donc, le temps qu'il produit ses états financiers, si ça lui prend 3 mois, puis vous avez en plus 3 mois pour le payer ensuite, vous avez 6 mois, vous avez 5 000 de plus dans votre compte. 5 000 c'est pas beaucoup. Ça dépend de la taille de votre entreprise. Mais si on parle de 50 000, si on parle de 100 000 ça se peut qu'il y ait des clients que vous finissiez par manquer parce qu'on a décidé d'y aller en paiement d'avance. Ceci étant dit, on n'est pas obligé d'aller complètement à l'autre bout, à compte ouvert, de donner notre matériel à notre client à l'autre bout, puis lui disant, ben, tu vas me payer, paye-moi 90 jours après que tu aies reçu la marchandise. Ça peut être bien. Encore là, c'est une question de risque, c'est une question de culture au niveau de votre entreprise, de gestion du risque. Moi, je dis toujours, c'est pas parce que tu as une belle commande aux États-Unis, en Chine ou en Inde que tu dois nécessairement donner des comptes ouverts à tous tes clients. Si ici, tu t'exiges d'être payé d'avance, d'avoir un dépôt, d'avoir un montant une fois que ça sort de ton entreprise, ben, à l'international, c'est un peu la même chose. Même à la limite, ça devrait être plus restrictif au niveau de l'international. Aller collecter un
25 000 ou un 50 000 à quelqu'un à qui tu as vendu, qui est à Québec ou qui est à Toronto, ça se fait quand même assez bien. Tu peux prendre la voiture, tu peux débarquer là-bas, tu peux aller le relancer, tu peux voir qu'est-ce qui se passe avec l'entreprise, est-ce qu'elle est encore en fonction ou est-ce qu'ils ont fermé leurs portes. Ça donne une idée si tu vas être capable de collecter ton recevable. Si c'est en Inde ou au fin fond du Texas, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Surtout au Texas avec les fusils. Des fois, ça peut être Moi, un petit peu plus... je leur explique souvent, je dis, tu vas chercher ton cousin à Montréal-Nord, puis tu vas collecter à Québec, mais tu ne peux pas faire ça au Brésil, parce que ton cousin de Montréal-Nord, il n'a peut-être pas autant d'influence. La seule place où on avait trouvé que c'était pas drôle, là, c'était à la BDC, il avait trouvé que il n'y avait pas d'humour là. Tu venais de Montréal-Nord. Oui, probablement qu'il y en avait un de Montréal-Nord. Effectivement. Donc, dans la liste des principaux modes de paiement, on a parlé un petit peu du compte ouvert et du paiement à l'avance. Évidemment, tout ce qui vient dans le milieu, je vais laisser un petit peu Nathalie en discuter parce que c'est un peu de son ressort, tout ce qui est crédit documentaire, encaissement documentaire à terme puis encaissement documentaire à vue, qui relève majoritairement du contrôle au niveau de l'encaissement avec votre client étranger ou ça peut être domestique aussi. Carl, est-ce qu'il va y avoir des fiches plus détaillées sur le crédit documentaire ensuite? J'ai des fiches texte, puis j'ai des descriptions comme ça dans les moments du paiement, j'ai toutes sortes de choses comme ça. Là, j'ai des descriptions en texte comme ça. J'ai un tableau pour le fonctionnement du crédit documentaire ici, que je peux agrandir. Parfait. Bah, tiens, on peut peut-être y aller avec le fonctionnement du crédit documentaire. Parce que je ne sais pas si c'est un produit avec lequel vous êtes familier. Donc, crédit documentaire ou lettre de crédit documentaire, donc c'est la même chose. Essentiellement, une lettre de crédit documentaire, dans le fond, c'est l'engagement que l'institution financière, donc l'institution financière de l'acheteur, prend engagement de payer un bénéficiaire, le fournisseur, contre remise de documents qui prouvent qu'il a bien remplit ses obligations. Donc, si on parle à l'exportation, on va prendre un exemple. Par exemple, moi, je suis le vendeur et Jean-Michel, donc, veut acheter mes produits. Donc, le paiement par crédit documentaire, la première étape, si on veut, c'est ce que Carl indique, le numéro 1. En fait, c'est le contrat ou l'entente ou de décider de se payer par lettre de crédit. Donc, si Jean-Michel, dans le fond, est l'importateur, donc Jean-Michel va demander à son institution financière d'émettre une lettre de crédit documentaire en ma faveur, en moi, donc le vendeur. Donc, Jean-Michel va remplir une demande d'émission, un formulaire. Le directeur de compte de Jean-Michel donc, va prendre les garanties nécessaires comme institution financière émettrice. Donc, Jean-Michel va indiquer dans sa demande d'émission les conditions sur lesquelles on s'est entendu. Donc, de quelle marchandise, quel montant, ça part de quel endroit, de quel port, l'embarquement, ça s'en va où, ça doit partir avant telle date, et il va énumérer dans sa demande de crédit documentaire tous les documents qui sont requis pour prouver, dans le fond, que je vais avoir bien fait la livraison. Donc, des factures, des certificats d'origine, le connaissement maritime pour qu'on puisse voir d'où est partie la marchandise, donc ce genre de documentation-là. Donc, l'institution financière de Jean-Michel a émis la lettre de crédit en indiquant toutes ces conditions-là. La banque de Jean-Michel va la faire parvenir, par exemple, à ma banque, à moi, et puis chez Desjardins. Et dans le fond, Desjardins va me notifier la lettre de crédit. Donc, va dire, voilà, vous avez reçu une lettre de crédit en votre faveur. Moi, comme bénéficiaire de lettre de crédit, je vois qu'une banque s'est engagée à me payer si je remplis toutes les conditions documentaires énumérées dans la lettre de crédit. Donc, si je suis d'accord, donc on est rendu au numéro 4, ma banque m'a notifié. Si je suis d'accord avec toutes les conditions indiquées, je fais l'expédition, donc le numéro 5, je fais l'expédition de la marchandise, j'envoie le container et j'amarre, dans le fond, tous les documents qui sont demandés. Et au numéro 6, dans le fond, je vais présenter à Desjardins, dans ton exemple, je vais présenter tous les documents qui sont demandés dans la lettre de crédit. Comme banque notificatrice, Desjardins peut m'aider à vérifier si les documents sont conformes
et aider, dans le fond, à faire des corrections sur les documents si c'est possible. Évidemment, si je n'ai pas respecté, si c'est juste des conditions documentaires, il manque des mots sur une facture, évidemment, Desjardins peut m'aider. Par contre, si, comme vendeur, je n'ai pas respecté sur la date d'expédition, on avait dit que ça devait partir avant le 1er mai, puis là, les documents d'expédition indiquent que c'est parti le 15 mai, donc c'est quelque chose que Desjardins ne pourra pas m'aider. Mais on se rappelle que l'idée d'une lettre de crédit, dans le fond, c'est comme vendeur, comme bénéficiaire, je dois produire des documents conformes aux termes et conditions de la lettre de crédit. On va dire, j'ai réussi, j'ai produit tous les documents qui étaient demandés. Desjardins, comme banque notificatrice, négociatrice, va présenter les documents, le numéro 8, à la banque de Jean-Michel. La banque de Jean-Michel va examiner les documents pour regarder s'ils sont conformes aux termes et conditions de la lettre de crédit. Et s'ils sont conformes, donc tous les documents sont là, les conditions sont respectées, la banque de Jean-Michel va lui remettre ces documents et va faire le paiement à ma banque à vue, si c'était une lettre de crédit qui était à vue, donc de présentation des documents, ou va s'engager à faire le paiement à 30 jours, à 60 jours, à 90 jours, si c'était le terme indiqué dans la lettre de crédit. La banque va avoir remis les documents, Jean-Michel va pouvoir aller chercher sa marchandise, et moi, je vais recevoir mon paiement, moins les frais de Desjardins. Alors là, c'est intéressant de voir un truc en particulier. Si c'est une lettre de crédit payable à vue et que tu es le vendeur, Nathalie, et que tu vends à Jean-Michel, quand tu présentes tes documents à ton institution financière sur un paiement à vue, tu nous as expliqué que les documents vont partir de ton institution financière pour à l'institution de Jean-Michel pour être validés avant que le paiement revienne à Jean-Michel à ton institution financière pour revenir dans ton compte à toi. Dans l'exemple qui est ici, qui a été fait. C'était la banque Laurentienne, j'avais pas vu. Oui, mais c'est. Je n'avais pas ajusté mes lunettes. C'est un vieux livre. D'accord. C'est un vieux livre. Dans le cas qui a été mis ici, ça avait été vérifié d'ailleurs par notre confrère Pierre Donato, dans lequel il expliquait, il y en a une vite sur le Pardon, on expliquait que sur présentation des documents à la Banque Laurentienne payait immédiatement à vue s'il jugeait que les documents étaient jugés conformes. Lorsqu'elle fait ça, elle s'expose à un risque avec l'autre institution financière, c'est là que je voulais soulever, où l'autre pourrait dire oui, mais bon, il y a une virgule de mal placée ou je ne sais pas quoi. Là, il y a un litige qui pourrait commencer. Comment on sort de ça? Effectivement, ça dépend des conditions indiquées dans la lettre de crédit. Si je ne suis pas ici on parle de confirmatrice, je vous en reparle dans un instant. Donc, si comme institution financière, ça dépend des conditions indiquées dans la lettre de crédit. Il arrive que la banque, dans cet exemple-là, si Bank of America peut m'avoir autorisé, moi, Desjardins, ou à la Banque Laurentienne, d'autoriser que si les documents sont conformes au comptoir de la Banque Laurentienne, dans l'exemple, qu'elle peut faire le paiement valeur 3 jours. On rentre dans les technicalités, mais ça peut être indiqué dans la lettre de crédit que ces documents sont conformes. La Banque Laurentienne a le droit d'aller faire la réclamation à une banque tiers et que ça va être valeur 3 jours. Donc, la banque, par exemple, la banque, et ça devrait apparaître dans la lettre de crédit. Donc, c'est possible que la banque émettrice ait permis à la Banque Laurentienne, à la banque négociatrice, dans ce cas-là, de payer 3 jours, de payer valeur 3 jours. Néanmoins, s'il n'y a pas de confirmation, la banque Laurentienne, dans cet exemple-là, elle n'a pas d'engagement à payer. Elle agit, dans le fond, elle peut présenter les documents, mais c'est la banque émettrice qui est engagée à payer. Par contre, une confirmation, c'est-à-dire confirmatrice. Une confirmation, dans mon exemple que j'ai donné, donc ici, mon institution financière, on vient à notre banque Desjardins, je n'étais pas engagée, je n'avais pas d'engagement à payer. Par contre, j'étais là pour présenter les documents, mais je n'avais pas d'engagement à payer. Il est possible que la banque de Jean-Michel demande à Desjardins d'ajouter sa confirmation. Une confirmation, c'est un engagement d'une deuxième banque qui s'ajoute à celui de la banque émettrice. Et la banque confirmatrice, dans le fond, si elle ajoute son engagement, c'est-à-dire qu'elle prend le risque, dans le fond, de ne pas être remboursée par la banque émettrice. Donc, si je suis la banque confirmante, qu'on me présente des documents, et que j'agis sous ma confirmation, je détermine qu'ils sont conformes, c'est-à-dire que je m'engage et là, je peux payer immédiatement si les documents sont conformes et c'est moi, comme institution financière confirmatrice, qui va attendre le remboursement
de la banque de Jean-Michel. Et Nathalie, il y a un coût pour ça, un coût qui est quand même élevé. Exactement. Le coût de la confirmation, c'est comparé à une assurance. En fond, le coût de la confirmation va être relié au risque de la banque émettrice de la lettre de crédit. Donc, s'il s'agit d'une banque située dans un pays jugé stable ou une banque avec des codes de crédit dans les A, mettons, probablement que le coût va être beaucoup moins élevé que s'il s'agit, si la lettre de crédit a été mise par une banque dans un pays jugé risqué ou avec des cotes B, double B, ou encore pire, là, des pays africains. Peut-être que la banque, même comme moi, peut-être que Desjardins, je serais peut-être même pas en mesure d'ajouter ma confirmation, d'ajouter cet engagement de paiement à la lettre de crédit. Donc, ça fait partie des risques comme vendeur, comme bénéficiaire, qui doivent être évalués là, avant que le contrat soit signé. S'il y a une confirmation qui doit être donnée, elle a un coût, qui va le payer, ce coût-là. Ça veut dire qu'on pourrait avoir une lettre de crédit émise par une banque dans un pays étranger, dont la banque est moins solide qu'une Barclays ou qu'une Union des banques suisses ou quelque chose comme ça, qui fait que mon paiement pourrait être retardé pour diverses raisons pendant une période de temps difficile à déterminer, n'est-ce pas? C'est exact. C'est exact. Dans le fond, comme bénéficiaire, quand on reçoit une lettre de crédit, il faut, dans le fond, la valeur, c'est la valeur, la confiance qu'on accorde. On va s'assurer que l'instrument est authentique, il est valide, il a été reçu par SWIFT, mais ensuite vient maintenant qui est cette banque émettrice. Alors, évidemment, personne ici a envie d'aller, pour le moment, vendre son produit ou son service en Ouzbékistan, mais on parle des États-Unis, on parle les États-Unis, d'habitude, on ne fait pas vraiment de lettre de crédit, au contraire. On va trouver des modes plus souples parce qu'on a quand même, nos cousins de Montréal-Nord ont une certaine influence sur le territoire américain. Mais si on parle de Chine, est-ce que ce sont des éléments où on doit considérer la confirmation où la relation qu'on a avec les banques chinoises ne nécessite pas nécessairement une garantie de ce type? C'est intéressant que je pose la question sur la Chine particulièrement parce que c'est un sujet délicat pour eux. Alors, en fait, c'est que comme bénéficiaire, si je demande, dans le fond, mon client me dit ça va être émis par telle banque. Si là, après ça, je vais voir mon banquier, je fais comme ouais, je ne suis pas sûre. Est-ce qu'on pourrait ajouter la confirmation? Quelque part, dans le fond, le bénéficiaire de la lettre de crédit doit demander d'avance à l'acheteur, lorsque tu demanderas d'émettre ta lettre de crédit, demande qu'elle soit confirmée par une institution financière, par Desjardins ou par une autre institution financière canadienne. Quelque part, l'acheteur est au courant de cette demande-là et doit l'être, c'est indiqué dans la lettre de crédit. Donc, quelque part, il ne faut pas non plus le considérer nécessairement comme un manque de confiance, mais peut-être que c'est quand même relié à la banque émettrice. On peut aussi demander à notre client à l'étranger de faire avec une prime bank, une banque de classe A. Donc avec une banque anglaise, française ou suisse en Chine ou ailleurs. Par exemple, entre autres, avec les pays africains, c'est là qu'on va voir ça. Ça veut dire que c'est correct, je pense que pour un bénéficiaire, de demander que la lettre de crédit soit émise par une institution financière, par exemple, avec une cote A ou mieux, par exemple. Donc, ça veut dire que l'acheteur, il la connaît, c'est quelque chose de connu, la cote de crédit d'une banque. Donc, si sa banque ou dans son pays, ça pourrait être émis, par exemple, par une banque française ou une banque européenne, soit un pays africain. Oui, alors par exemple, si j'avais un client au Ghana, il pourrait demander la lettre de crédit avec une Barclays. Exactement. Et vous seriez tout à fait à l'aise avec une lettre de crédit émise par une Barclays, que ce soit au Ghana ou à Londres. Pour vous, c'est Barclays, c'est Barclays. Exactement. Je suis sûr pour qu'ils comprennent bien que parfois, on peut exiger à son client un type de banque plutôt que la banque habituelle. Tout à fait. Puis si on veut spécifiquement pour la Chine, on ne voit pas ça souvent, des lettres de crédit confirmées avec que la banque chinoise nous demande d'ajouter notre confirmation. On le voit plutôt sur des banques indiennes ou Bangladesh, mais il n'y a rien qui nous empêche. Il faut voir que les lettres de crédit, d'ailleurs, sont régies par des règles internationales de la Chambre de commerce. Donc, comme institution financière, Desjardins ou la Banque Laurentienne ou une banque au Bangladesh, ça indique que les lettres de crédit sont soumises aux règles de la Chambre de commerce 600, les règles 600, on doit avoir la même interprétation. Et si on revient à la Chine, donc il n'y a rien qui empêche, les règles de la Chambre de commerce expliquent la confirmation, mais ce n'est pas une habitude qu'on a. Et de par mon expérience
d'expérience, quand on travaille avec les banques chinoises, actuellement les lettres de crédit, ça fonctionne très bien. Les lettres de crédit documentaires, ils ont l'habitude, ça fonctionne bien. Il faut voir que ça n'empêche pas qu'à un moment donné, s'il arrivait un événement qui ferait que l'argent ne pouvait plus sortir de Chine, dans le fond, la confirmation, quand on parle du risque de banque, on parle aussi de, par exemple, que les fonds ne peuvent pas sortir d'un pays à un moment donné pour une période donnée. Donc, ça veut dire que les paiements, tous les paiements pourraient être bloqués. Il y a des banques canadiennes qui sont installées en Chine, entre autres. La Scotia a succursale en Chine, et peut-être d'autres, la Royale, je pense. Est-ce qu'on peut demander à ce moment-là à notre client d'aller à une banque canadienne pour ouvrir sa lettre de crédit? Est-ce qu'il y a un avantage ou non? A priori, je ne vois pas vraiment d'avantage. Il faut voir que c'est pas simple de demander ce que je demande à mon acheteur. Écoute, utilise cette banque-là ou non. S'il fait affaire avec une banque en particulier, il n'y a pas nécessairement le choix de changer de banque pour ouvrir la lettre de crédit. Dans certains pays, par exemple la Turquie, ça peut être plus facile, mais une entreprise peut avoir des comptes dans plusieurs institutions financières, mais c'est pas courant. Même ici, là, au Canada, c'est rare qu'une entreprise va avoir des comptes dans plusieurs institutions financières et la facilité de crédit, la lettre de crédit en question. Parce qu'un point qui est important ici à soulever, c'est que pour émettre la lettre de crédit, il faut le souligner de manière très visible, qu'on n'oublie pas ça. Pour émettre la lettre de crédit, la banque va demander le montant de la lettre ou le prélever sur la marge ou va le prendre sur des garanties qui vont la satisfaire. Ça veut dire que si je veux émettre une lettre de 50 000, je dois donner 50 000 à la banque d'une manière ou d'une autre. En garantie ou souvent ça va être un gel sur la marge de crédit. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que pour avoir une lettre de 50 000, il faut que je donne 50 000. Point. Il faut comprendre que dans une lettre de crédit, l'institution financière qui émet se substitue au client. Oui, alors donc, ça veut dire que la transaction devient une transaction. La transaction financière est de banque à banque et non pas d'acheteur à vendeur. C'est exact. Le contrat est fait entre l'acheteur et le vendeur et la banque va gérer la partie financière du contrat selon les modalités du contrat qui figurent à la lettre de crédit. Faire attention, on doit distinguer le contrat de la lettre de crédit. Donc, la lettre de crédit documentaire, dans le fond, va reprendre des conditions du contrat. Elle peut s'y référer, mais elle est distincte, elle est autonome, la lettre de crédit. C'est un contrat en soi. Tout à fait. Okay? Strictement axé sur la portion financière de cette transaction de commerce international. Tout à fait. Donc, ce qui veut dire que les institutions financières qui vont avoir à traiter les documents de la lettre de crédit n'iront pas consulter le contrat commercial. Ils vont s'en tenir aux conditions de la lettre de crédit documentaire indiquée. Ça veut dire aussi que s'il y a un litige qui apparaîtrait en acheteur et le vendeur, un litige personnel, admettons, et que la transaction se déroule, et si tous les aspects de la transaction sont respectés, qu'on soit en chicane ou non avec son acheteur ou son vendeur, la banque va opérer la transaction comme il est stipulé dans la lettre de crédit, point à la ligne. Et il faut se rappeler que les institutions financières la banque émettrice, la banque négociatrice ou conformatrice, ont seulement les documents demandés par la lettre de crédit pour juger si les documents... En fait, on va souvent dire que la lettre de crédit, comme des fois les lettres de garantie, sont irrévocables, évidemment, à moins que les deux parties consentent à ce que la lettre soit révoquée. Et c'est, moi, quand on parlait de souligner en rouge ou en jaune ou en vert, si on veut, j'aime bien en vert, mais c'est une déformation professionnelle. C'est du crédit documentaire. Donc, les banques, donc la banque notificatrice et la banque émettrice, ne traitent que des documents qui sont inclus dans la lettre de crédit et qui doivent être donnés selon les conditions de la lettre de crédit. Et c'est indépendant du contrat, comme Nathalie a dit, et Carl, mais c'est aussi indépendant techniquement de la marchandise qui va être transigée. Donc, la banque émettrice, elle, va traiter des documents qui vont lui être transmis par la banque notificatrice. Et si l'exportateur a réalisé exactement ce qui était inscrit sur la lettre, donc de fournir des copies de contrat, de fournir des copies de factures, de fournir un certificat d'origine, de fournir le Journal de Montréal du 22 mai 1998, la banque à l'autre bout, les documents sont là, elle va payer la lettre de crédit, indépendamment de ce que l'exportateur va exporter. Dans votre cas, on s'entend, vous êtes des exportateurs, donc vous exportez. Le risque de ce qu'il y a dans le container,
est un peu plus pour vos clients. Mais à l'inverse, quand un client va importer, la lettre de crédit ne garantit en rien qu'est-ce qu'il va y avoir dans le container. Souvent, on va demander des clauses pour protéger nos importateurs, de faire ajouter une inspection, de faire ajouter une validation de ce qu'il y a dans le container, plein de choses à ce niveau-là. Un autre petit point aussi que Carl a souligné, puis on est passé très rapidement là-dessus. Quand on parlait de méthode de paiement, évidemment, quand on se fait payer d'avance ou quand on se fait payer à 90 jours, on comprend le délai. La lettre de crédit, il y a un certain délai dans une lettre de crédit. Vous avez vu le processus en entier, mais ce n'est pas parce que vous, exportateur, vous donnez les documents à votre banque que nécessairement l'argent va rentrer dans la même journée. Donc, le temps que la banque Laurentienne ou Desjardins traite les documents, qu'elle les envoie à la banque de votre importateur, donc de votre acheteur, que la banque de votre acheteur traite les documents, qu'elle les confirme, qu'elle fasse le paiement, que le paiement arrive à l'institution financière ici, que le paiement soit ici, qu'il soit déposé à votre compte, on parle de quelques jours quand même. Certainement. On parle de, moi je dis toujours une dizaine de journées ouvrables. Donc 10 journées ouvrables, c'est quand même 2 semaines. Donc c'est important, quand on parle au début de bien comprendre la transaction avec votre institution financière, ça aussi c'est important. Parce que si vous faites un cash flow et vous pensiez avoir de l'argent 2 semaines plus tôt, mais qu'il y a des dépenses qui sortent, à un moment donné, il va arriver un crunch au niveau de vos liquidités. Bon, je pensais avoir mon 100 000 de 2 semaines, j'ai engendré des coûts, j'ai fait des dépenses, j'ai des salaires à payer, j'ai des loyers. C'est important de comprendre ces aspects-là aussi quand on fait du commerce international. Nécessairement, vendre à Québec puis aller collecter, c'est toujours généralement plus rapide que de vendre en Chine avec une lettre de crédit et faire la collection. Donc, c'est des aspects qui sont importants quand même. Oui, puis c'est important de le mentionner parce que des fois, on a l'impression à la première transaction qu'un paiement en vue, tu amènes ton enveloppe de documents à l'institution financière, puis tu repars avec une traite. Pas nécessairement. Puis là, non, mais là, on vient de parler de 10 jours, puis là, c'est avec un pays confortable. Si c'est un pays moindrement compliqué, le 10 jours ouvrables peut devenir 15 jours ouvrables. 15 jours ouvrables, c'est 3 semaines, là. C'est presque un mois. Un des défis pour l'exportateur, c'est d'arriver à produire des documents conformes. Dans la majorité des situations, il y a toujours une irrégularité, il y a toujours des choses qui peuvent retarder le paiement. Si l'irrégularité peut être corrigée, tant mieux, ça va réduire le temps, mais si moindrement, il y a une des conditions qui n'a pas été respectée par le bénéficiaire de la lettre de crédit, par le vendeur, on va se trouver à présenter des documents qui ont une irrégularité. Donc, la banque émettrice va sûrement contacter son client, le donneur d'ordre, pour voir s'il accepte de faire le paiement malgré cette irrégularité-là. À 99% du temps, l'acheteur va dire oui, c'est pas grave, je sais, c'est parti une semaine plus tard, ou bien oui, il manque ce document-là, il va me l'envoyer autrement, mais ça occasionne quand même des délais supplémentaires de quelques jours à chaque fois. Oui, alors ça, c'est une partie importante qu'on néglige souvent quand on parle de ça, les discrepancies, comment on appelle ça en français? Irrégularités. Les irrégularités. La banque doit s'assurer que tous les documents qui lui sont donnés sont conformes. Et elle va chercher l'erreur parce qu'elle est responsable, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que lorsqu'on fait faire les documents, idéalement, si on le fait faire à l'interne, ça prend quelqu'un qui est à cheval sur les détails, hein, quelqu'un qui est très méticuleux, et non pas un artiste qui fait ça à peu près, comme ça arrive trop souvent. Dans la majorité des cas où une lettre de crédit est ralentie, c'est à cause d'irrégularités dans la documentation. Vous le savez, je le sais, c'est ça. Dans 92% des cas, c'est ça. Alors, soit que ce n'était pas le bon certificat, soit que la virgule n'est pas en bonne place, soit que l'unité de mesure a été mal écrite ou pas écrite. Toutes sortes de choses comme celle-là. En fait, des détails qui peuvent vous sembler anodins au départ, mais qui, aux yeux de la banque, qui va avoir des gens spécialisés pour chercher ces irrégularités-là pour ne pas s'exposer au risque. Car la dernière chose que la banque fait, c'est s'exposer à un risque. On comprend ça. Et elle est très méticuleuse. Alors, à chaque fois qu'il y a une irrégularité qui est trouvée comme celle-là, normalement, on la signifie au parti et on demande à celui qui paye d'accepter ces irrégularités-là. C'est un travail supplémentaire par l'institution financière et il y a des frais aussi qui viennent avec cette découverte d'irrégularités, n'est-ce pas? Exactement. L'examen et les documents comportent des frais et s'il y a des irrégularités, habituellement, les deux institutions financières en question vont charger des frais pour ces irrégularités-là. Par chacune des irrégularités, non? Non, habituellement, c'est un ensemble. ensemble. OK. Non, mais il faut qu'on comprenne bien que
ce sont des surprises des fois. C'est pas énorme, mais quand Je même. pense qu'il faut comprendre comme vendeur, c'est pas que quand tu as l'institution financière, si je vous dis, moi, que vos documents ne sont pas conformes, c'est peut-être que vous les faites pour toutes vos autres expéditions et ils sont corrects. C'est qu'ils ne sont pas conformes par rapport aux termes et conditions de cette lettre de crédit-là en regard des règles sur l'examen des documents. Par exemple, le connaissement maritime, peut-être que vous le faites toujours comme ça et ça fonctionne. La compagnie maritime vous le donne, il est toujours comme ça et ça fonctionne. Mais s'il y a une lettre de crédit, que la lettre de crédit indique telle condition, ben, ça doit apparaître dans le connaissement maritime. Et souvent, les transitaires chevronnés ont un département qui vont s'offrir pour un frais minimum pour pouvoir préparer la documentation pour s'assurer qu'elle soit conforme. Exactement. Et demander une copie de la lettre de crédit en question pour savoir, pour par que exemple, tout soit respecté. Est-ce que le connaissement maritime maintenant doit être à l'ordre d'une banque en question ou comme à l'habitude? Alors, si on n'a pas quelqu'un de chevronné à l'interne, on peut demander à son transitaire de faire ça pour nous. Ça coûte quelques dollars, mais ça peut éviter des délais supplémentaires. Je pense que ça évite des délais, ça évite des frustrations aussi de la part d'une entreprise. Voilà, c'est une solution. Hein. Oui. Et c'est certain que quand les documents sont conformes, si moi je présente des documents comme institution financière, si je présente des documents à la banque émettrice et que je sais qu'ils sont conformes parce que je les ai examinés, ben c'est sûr que pour moi, je suis en meilleure position pour réclamer le paiement et éviter les délais. Et si je sais qu'on a présenté des documents qui contenaient des irrégularités, ben, je m'expose à des délais et je ne peux plus contrôler parce qu'on n'a pas produit des documents conformes. Alors, on a parlé de lettres de crédit payables à vue. Ça serait bien qu'on revise le payable à vue, qu'est-ce que ça veut dire, et d'aborder les lettres de crédit qui sont payables avec des délais, par exemple 45 jours après le connaissement, la date sur le connaissement maritime, pour qu'on puisse comprendre les différentes options, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, dans les autres termes de paiement, donc le plus rapide dans une lettre de crédit, bref, c'est le paiement à vue, comme on vient de le dire, c'est pas à vue de la marchandise, mais à vue des documents, donc par la banque émettrice. Elle voit les documents, ils sont conformes, le paiement va se faire dans les jours qui suivent. Si je peux faire une parenthèse, pour bien les situer, les documents sont émis après que le chargement a été mis dans le navire. Et de manière traditionnelle, on avait vu ça en transport et logistique, normalement, le capitaine du navire va signer le connaissement maritime. Ça peut se faire de manière électronique aujourd'hui, mais ça remonte du temps, l'origine des Phéniciens, où est-ce qu'il faisait un connaissement maritime sur une tablette de cire, puis il imposait sa bague dans la cire pour donner son saut avant que ça parte pour descendre la côte pour aller 3 villages plus loin. Alors, le principe est exactement le même aujourd'hui. Le capitaine, lorsqu'il reçoit le container dans son bateau, va émettre le connaissement maritime, qui est le droit de propriété du container et ce qu'il contient, qui est mis à l'ordre de quelqu'un qui va se référer à la lettre de crédit, soit l'acheteur, soit l'expéditeur, ou à ordre, comme un chèque endossé, par exemple. Ce document-là est celui qui a de la valeur. Et normalement, on présente à la banque un ensemble d'originaux et une série de copies, selon ce qui est exigé par la lettre. Ça peut être 4-5 copies différentes. Ça veut dire copie de la facture, du connaissement maritime, certificat d'assurance, certificat d'inspection, etc., etc. Et l'original est celui qui a la vraie valeur. Et lorsque celui-là est présenté à la banque, c'est là qu'on appelle ça à vue. Donc, on ne peut pas présenter les documents avant que le container soit mis à bord du navire et pris possession par le capitaine par sa signature. Il faut qu'on comprenne ça, parce qu'il y a une logique derrière tout ça. À partir de ce moment-là, le processus se fait de la validation des documents au sein de l'institution financière. Donc, dans les autres termes qui sont courants au niveau des lettres de crédit documentaires, donc ça va être par exemple 30 jours, 60 jours, 90 jours de la date d'expédition. Ou l'autre qu'on voit, c'est 30, 60, 90 jours de vue. Donc, bref, la différence. Donc, expédition, ça veut dire que si j'examine dans le fond les documents, j'examine les documents aujourd'hui et que je vois que l'expédition a eu lieu le 1er mai. Donc, si on nous dit que c'était 90 jours du 1er mai, donc comme institution financière, je vais faire 1er mai plus 90 jours, va me donner juin, juillet, août. Donc, 1er août. Donc, on va dire que s'il n'y a pas d'irrégularité, les documents sont acceptés pour paiement le 1er août. Donc, ça, c'est de la date d'expédition. Et si on dit que c'est à 30 jours, 60 jours, 90 jours de vue, donc si je vois les documents aujourd'hui qui sont conformes, je commence à compter 30 jours, 60 jours, 90 jours. Et qu'est-ce qui est le plus commun?
La date d'expédition. C'est la date d'expédition Ouais. qui est le plus connu parce que c'est le plus utilisé, parce que c'est le plus facile à vérifier. Qu'on retrouve donc sur le connaissement maritime signé par le Exactement. capitaine. Tout à fait. Voilà. Qui est le Exactement. document maître. Voilà, qui d'habitude est la source pour établir le temps, la majorité des cas. En fait, généralement, dans les lettres de crédit, on cherche à obtenir des trucs qui sont clairs, vérifiables pour l'institution financière et qui sont faciles à suivre, autant pour la banque notificatrice que pour la banque émettrice. Parce qu'on n'a pas, on n'a pas le temps, mais on ne peut pas se mettre à interpréter un contrat, interpréter quelque chose. C'est 30 jours d'une date qui est connue, qui est sur un document officiel qui va nous servir à calculer le nombre de jours. Donc, ça veut dire qu'en opposition, ce ne sera jamais, par exemple, 30 jours de l'arrivée des marchandises. Parce qu'à l'examen, en regardant les documents, je ne peux pas connaître la date d'arrivée. En fait, ce serait une date d'arrivée approximative, donc je ne vais pas me servir de cette date-là. Ce sera une date d'expédition ou une date de jour de Très bien. Et on a des lettres, on a parlé de lettres qui peuvent être confirmées, bien sûr, mais il y a d'autres types de lettres. On peut imaginer la stand-by, la revolving. Est-ce qu'on peut aborder un peu ça, juste brièvement, pour qu'on sache que ça existe, là, ça ne fera pas une question d'examen? Parfait. Stand-by, en fait, si tu permets, je vais juste terminer avec la collection documentaire. Oui. Parce que je vois le lien un petit peu plus... je pense que quelqu'un veut te parler. Donc, je vais continuer. Là, je viens de vous parler de la lettre de crédit documentaire. Donc, on a compris essentiellement, si Jean-Michel est mon acheteur, il va devoir avoir fait une action, donc demander l'émission d'une lettre de crédit avant que je fasse l'expédition. La collection documentaire, donc ce qui est indiqué là, sur l'axe, qui est un petit peu plus risqué pour les parties. Une collection documentaire, donc, c'est que Jean-Michel et moi, on s'entend, c'est beau, le paiement va se faire par collection documentaire. Donc, Jean-Michel ne fait pas la demande d'émission de lettres de collection documentaire, mais il me dit, tu m'enverras les documents à mon institution financière. Donc, comme vendeur, je fais l'expédition, je prends tous les documents reliés à l'expédition, je les remets à mon institution financière. Mon institution financière va les faire parvenir à la banque de Jean-Michel et en ayant comme instruction de remettre les documents contre paiement. Donc, l'avantage pour Jean-Michel, pour le vendeur, pour l'acheteur, c'est qu'il n'y a pas eu besoin d'engagement préalable. Sa ligne de crédit n'est pas touchée. S'il décide de faire le paiement, la marchandise, elle va arriver vraisemblablement dans les prochains jours. L'inconvénient pour vendeur, comme pour moi, c'est que je n'ai pas reçu l'engagement préalable que je vais payer. Donc, si quand ma banque envoie les documents à la banque de Jean-Michel, Jean-Michel a changé d'idée ou il n'a pas d'argent, la banque va refuser de faire les paiements et va nous retourner les documents et la marchandise, évidemment, va déjà être partie. Donc, c'est pour ça que c'est un moyen de paiement qui est moins sécuritaire quand on est le vendeur, qui est plus avantageuse pour l'acheteur. Ça, c'est collection sur document. Exactement. Oui. Une question, là. Oui. Oui, excusez-moi, je veux juste avoir un ordre de grandeur. Si je vends par exemple une unité à l'extérieur, ça prend par exemple le quart d'un conteneur, on peut compter combien en frais pour les crédits documentaires, etc. C'est un ordre de grandeur par exemple, on peut penser à combien? Pour, donc, comme bénéficiaire, donc dans une lettre de crédit documentaire, il va y avoir des frais du côté de l'acheteur et du côté du vendeur. Donc, si on parle du côté du vendeur, vous êtes le bénéficiaire d'une lettre de crédit. On peut facilement penser un 100 $ la notification, un 1/8 de % pour la commission. Il peut y avoir des frais d'irrégularité. Donc, au minimum, on parle toujours de 200, 300, 400 $. On va savoir. Puis après ça, c'est un pourcentage. Donc, la commission est un pourcentage. Et l'émetteur, lui, qui va devoir vous envoyer une lettre de crédit, lui, il va avoir les frais de sa banque à payer de son côté, qui peuvent être... Par exemple, si on les compare à Desjardins, on s'entend souvent qu'aux institutions financières canadiennes, c'est pas nécessairement très... les frais ne sont pas nécessairement très élevés en comparaison. Donc, on peut être étonné, par exemple, des banques européennes, mais le frais du côté de l'acheteur aussi, ça va facilement être quelques centaines de dollars. Chez nous, c'est vrai, pour une émission d'une lettre de crédit, là, les plus bas montants, c'est peut-être 250, 300 $ qu'il faut compter du côté de l'émetteur. Est-ce que ça répond à votre question? Bobby? Bobby?
Pour moi, On a perdu la ligne. non, il est pas tout ça difficile. OK. Dans la présentation des documents, qui peut être une solution moins onéreuse, n'est-ce pas? Sir? Oui, Bobby? Yes, give me just 1 minute, please, okay? I am on the phone with another one. Ah oui, on est... Voilà, c'est du live. Tantôt. Je reviens sur la collection documentaire. C'est une solution qui parfois est moins onéreuse. Par contre, on est exposé à un certain risque, n'est-ce pas? Moi, je me souviens de vendre des produits, des pois jaunes cassés biologiques des prairies canadiennes en Allemagne. Le client ne voulait pas de lettre de crédit. Il voulait un crédit documentaire. Je peux comprendre parce que j'ai envoyé les documents, le container arrive, il va payer puis il va aller le chercher la journée même. Il va pouvoir le vendre. Il va économiser un peu sur cet argent-là. Il ne sera pas pris pendant 80 jours avec une lettre de crédit. Par contre, je m'expose à un risque. Il se peut que le cours du pois jaune cassé chute et qu'il refuse de prendre possession des containers. Là, c'est moi qui est exposé à un problème. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Parce qu'il y a des solutions d'assurance. C'est là où je veux amener tout ça. Effectivement, ben, c'est sûr que la collection documentaire, les moyens de paiement, dans le fond, c'est un moyen de paiement un peu moins sécuritaire qu'une lettre de crédit. Lui peut avoir sa place, finalement, dans le spec, et ça dépend aussi de la relation qu'on a avec ce client-là. Et puis, des fois, ça peut changer, ça peut évoluer dans le temps. Les collections documentaires, en passant, sont encore utilisées des fois dans certains pays. Je pense parce qu'on fait beaucoup d'aliments, là, par exemple, l'Algérie, la Turquie, où est-ce que la collection documentaire a encore sa place. Il y a une certaine confiance qui s'est installée entre les parties. On vend de la lentille, on vend du blé. Exactement. Des fois, la collection documentaire est obligatoire pour pouvoir sortir l'argent du pays. Très bien. Alors, et si on revient aux assurances... Oui, parce que là, on peut assurer le recevable. Bien entendu. Comme on a parlé tantôt tout à l'heure du compte ouvert, on disait que c'était la plus risquée pour le vendeur. Il faut quand même dire que oui, c'est la plus risquée, mais ce risque-là peut être couvert par une assurance compte à recevoir. Évidemment, ça s'applique aussi pour la collection documentaire. C'est pour n'importe quel compte à recevoir. Oui, alors si la compagnie avec laquelle on fait affaire à l'étranger est une compagnie solvable et dûment vérifiée en conséquence, on peut comprendre que vous avez accès à des informations en ce sens et les assureurs peuvent nous offrir aussi des façons de savoir si notre client est solvable. Verifexport avec EDC, Cofanet avec la COFAS, qui va nous permettre de valider en ligne, d'habitude en quelques minutes, si on peut risquer 50, 100 000 ou 250 000 sur un client et de voir quelle serait la prime qu'on a à payer pour ça. Alors là, ça devient un outil supplémentaire qui va nous permettre de jongler avec nos outils de paiement. Effectivement. En fait, c'est de l'information que, comme vendeur, on va recevoir sur la qualité de notre acheteur. Si on demande 50 000 puis c'est refusé, ben, des fois, on va y aller à l'inverse, on va demander 25 000, voir si ce sera autorisé. Si le client n'est pas bon pour 50 000 puis il n'est pas bon pour 25 000, paiement en avance. Effectivement, on va essayer de réduire notre risque. De l'autre côté, si on demande 100 000 puis l'assureur nous rappelle puis il dit ce client-là, jusqu'à 500 000, il n'y a pas de problème, ben, ça nous donne une indication de la force financière de notre acheteur. Puis on peut dire, OK, c'est quelqu'un de plus sécuritaire ou de plus expérimenté, donc on va prendre notre décision en tant qu'exportateur basée sur l'information qu'on va avoir. Puis le coût de ça, c'est très minime. C'est pas très dispendieux. Là. Verifexport ou Cofanet, c'est 25 $. C'est 25-50 $. Cofanet, quand tu es assuré à la COFAS, ça coûte 0. En plus. Je pense que pour rappeler aussi que les comptes à recevoir, c'est un des plus importants actifs d'une entreprise. Je ne suis pas une vendeuse d'assurance, on n'en vend pas chez Desjardins. Je pense qu'il faut réaliser que comme entreprise, on assure la bâtisse, on assure ci, on assure ça. Quand même, les comptes à recevoir sont un actif important. Il faut vraiment considérer l'utilité d'une assurance pour les comptes à recevoir, surtout pour les comptes étrangers. On va aborder ça tout à l'heure, mais c'est un élément parce que dans notre négociation, on a déjà parlé de négociation avec eux, il est important de comprendre que si je suis capable d'analyser mon client et que je vois que c'est un risque qui se gère bien, ça ne veut pas dire que je vais lui offrir le meilleur taux, loin de là. Ça passe en rien. Ça ne veut pas dire qu'on va lui faire la meilleure offre. On peut commencer par lui demander de payer d'avance, sachant très bien qu'on peut offrir des termes plus tard. Parce que nous, Canadiens, on a souvent tendance à faire la meilleure offre au début. Alors, on peut commencer à être un peu plus dur.
sachant très bien qu'on peut jouer avec ça. Moi, je me souviens, il y a quelques années comme ça, on a eu un appel d'une compagnie en Arabie Saoudite qui disent on est intéressé par votre café. Alors, en discutant avec lui au téléphone, on s'en va sur Cofanet, on vérifie, il veut en acheter pour 100 000, c'est un risque qui se gère très bien, le montant pour lui en question, mais on lui demande une lettre de crédit. Puis là, il trouve que c'est beaucoup d'argent. Mais nous, on sait qu'on peut l'assurer. Alors à ce moment-là, on commence par dire non, on veut une lettre de crédit, c'est important, c'est la première fois qu'on travaille ensemble, on ne peut pas vraiment se donner cette flexibilité-là, on ne vous connaît pas, vous ne nous connaissez pas, c'est l'outil le plus sécure. Et puis plus on avançait dans nos négociations, sachant qu'on pouvait faire confiance à ce client-là parce qu'on peut l'assurer à un coût qui est très abordable pour nous, et ça nous a permis en cours de route de pas négocier le prix, mais négocier le terme de paiement et de garder le plein prix qu'on voulait, entre autres choses. C'est important qu'ils comprennent ça. Judicieux, oui. Oui. Hein? Des bonnes expériences. Alors, bon, alors, je te donne ici, mais touche pas à mon prix. Mais on le savait au départ dans notre calcul d'origine. Okay? C'est une question de négociation, comme tu as dit, Carl. Oui. C'est important. Le client a obtenu quelque chose. Mais moi, j'ai obtenu ce que je voulais avoir en termes d'argent. C'est important, ça. Alors, on Tu continue? voulais que je parle de stand-by garantie? Oui. Donc, stand-by et garantie sont indiqués sur l'axe, mais en fait, une aide de crédit stand-by, c'est pas exactement un moyen de paiement. Donc, c'est pas la première utilisation, ça ne devrait pas remplacer. Ah, ben il est même pas là. Il y a un crédit documentaire. Documentaire à terme, non? C'est pas Non, là-dessus. il est pas sur justement. Mais parfois, il y est. Sur ton autre que tu avais la dernière fois, il était là. Oui, mais ça dépend des versions, puis des... Je vais quand même continuer. Oui, absolument. Parfait. Donc, une aide de crédit stand-by, si je résume, ce n'est pas un mode de paiement, mais c'est un instrument qui va être émis par une institution financière pour garantir le bénéficiaire d'un défaut. Donc, dans le cas de paiement, donc ça pourrait être pour garantir un défaut de paiement. Par exemple, Jean-Michel et moi, on s'entend, on va... donc, moi, je suis le vendeur et j'accepte de donner des termes à Jean-Michel. Il me paye aux 30 jours, etc. Je pourrais lui demander, 30 jours après la facture, par exemple, je pourrais demander, par exemple, à Jean-Michel que son institution financière émette une lettre de crédit stand-by en ma faveur et que s'il est en défaut par rapport à un paiement, je pourrais aller réclamer la somme. Essentiellement, je vais recevoir la lettre de crédit stand-by. Comme bénéficiaire, je m'assure que je vais pouvoir tirer. Je la garde dans mon tiroir. On fait les transactions normalement. Donc, il me paye par transfert de fonds, les termes qu'on avait convenus. Et si jamais il est en dépôt, je pourrais aller faire une réclamation sur la lettre de crédit stand-by. Donc, la lettre de crédit stand-by peut être émise pour cette raison-là, mais il y a plein d'autres raisons pour émettre des lettres de crédit stand-by et des lettres de garantie. Essentiellement, on parle pour des soumissions, pour des restitutions d'acompte. Par exemple, si je produis un équipement, puis comme moi, comme entreprise exportatrice, je veux recevoir un acompte, il est possible que mon acheteur veut être assuré de récupérer l'acompte si je ne fais pas la livraison. Donc, on pourrait avoir à émettre une lettre de crédit stand-by de garantie de restitution d'acompte. Ça pourrait être pour la performance. Donc, comme entreprise, si je fais un contrat à l'étranger, on a parlé ici, il y a des gens qui font la consultation ou par exemple, on fait un contrat à l'étranger, c'est possible que le donneur d'ouvrage veut obtenir une lettre de crédit stand-by de garantie. Si je ne performe pas dans mon contrat, il va pouvoir venir réclamer une somme d'argent. À l'import, on a utilisé, c'est peut-être intéressant de le mentionner, parfois des lettres de crédit transférables. Oui. Hein? Lorsque j'ai un client ici à Montréal qui veut acheter un produit que moi je vais lui chercher à l'étranger et que je ne veux pas me servir de mon crédit à moi ou mon argent à moi, je peux obtenir de sa part une lettre de crédit transférable. Peut-on aborder la lettre de crédit transférable pour la connaissance générale? Certainement, avec plaisir. Donc à ce moment-là, je reviens à mon exemple de lettre de crédit documentaire. Donc, lettre de crédit documentaire qui est un moyen de paiement. Quand Jean-Michel, tout à l'heure, sa banque a émis une lettre de crédit en ma faveur, ça indiquait que la lettre de crédit donc était irrévocable, payable à vue. Voilà. Si je pourrais demander, moi, comme bénéficiaire à Jean-Michel, quand tu vas demander l'émission de la lettre de crédit, je ne suis pas le fabricant. Est-ce que tu pourrais demander, dans le fond, dans la lettre de crédit, qu'elle soit irrévocable et transférable?
Donc, la Banque de Jean-Michel, quand elle émet la lettre de crédit, bon, moi je reviens, moi je suis Desjardins, j'examine la lettre de crédit, on a reçu une lettre de crédit donc en faveur de Nathalie Fournier, et elle est transférable. Donc Desjardins va me demander, est-ce que vous voulez la transférer à un deuxième bénéficiaire? Donc, si je veux la transférer, donc je vais donner à Desjardins, qui agit comme banque transférante, le nom du deuxième bénéficiaire de cette lettre de crédit. Jean-Michel m'a mis une lettre de crédit de 100 000 avec une description de marchandise. Et moi, je dis, je veux transférer 80 000 à Carméville-Deschênes. Donc, Desjardins, par contre, ce qu'il faut comprendre dans une lettre de crédit transférable, c'est qu'on se sert du crédit de Jean-Michel pour le transférer à un deuxième bénéficiaire. Donc, je peux le modifier seulement dans la lettre de crédit, donc le montant, évidemment, qui devrait être moindre, les dates, donc je peux les rapetisser un peu, le pourcentage de couverture d'assurance, mais je ne peux pas modifier la description de la marchandise, les ports d'embarquement, mais le nom de Jean-Michel va disparaître de la lettre de crédit. Oui, alors Jean-Michel ne saura pas que je suis le fabricant. Exact. C'est une façon aussi de se protéger. Alors, on ne peut changer que 3 choses, la valeur, la date et le pourcentage de l'assurance. Ce sont les seuls 3 items qu'on peut changer. Exactement. Très clair. Donc, ça veut dire que si la lettre de 100 000, moi, Nathalie Fournier, j'ai demandé d'en transférer 80 000 à Carl Ville. Et que Carl, dans le fond, quand il la reçoit, ou quand sa banque, donc il est à la Banque nationale, il va savoir que la lettre a été émise originalement par une autre banque. Donc, Carl va savoir qu'il est le deuxième bénéficiaire d'une lettre de crédit. Et il va savoir aussi, il doit comprendre, comme deuxième bénéficiaire, qu'il va être payé seulement si le premier bénéficiaire est payé. Donc, le délai de perception est un peu plus long. Certainement, et d'autant plus que Carl, il faut qu'il fasse confiance à Nathalie, parce que Carl, il ne va pas produire, il ne va pas présenter les documents directement à la première banque émettrice. Il va produire ses documents. Moi, Desjardins, donc je reçois les documents. On va échanger la facture. Donc, Carl va leur présenter une facture de 80 000. On va échanger pour la facture de 100 000. On va échanger. Les autres documents, vraisemblablement, vont rester les mêmes. Et alors, Jean-Michel ne verra jamais ma facture, mais verra seulement la facture de Nathalie. Exactement. Et là, on va présenter les documents donc de 100 000 à la Banque de Jean-Michel. Si la Banque de Jean-Michel détermine qu'ils sont conformes, la banque va payer le 100 000. Et moi, je m'étais engagée comme banque transférante à envoyer 80 000. Donc, je vais envoyer le 80 000, moins les frais, je vais déduire les frais, je vais payer Nathalie Fournier de la différence entre les deux. C'est le fun, ça. Donc, les lettres de crédit transférables, il faut voir que ça a son utilité. C'est, par exemple, quand on est l'agent, produit. C'est des choses qu'on en fait à l'occasion. Mais ce n'est pas nécessairement très répandu ici au Québec. Par contre, moi, ici, quand j'émets des lettres de crédit Desjardins, quand j'émets des lettres de crédit, par exemple pour l'importation de vêtements au Bangladesh ou en Asie, c'est très courant que ce soit demandé, que la lettre de crédit soit transférable. Essentiellement, dans mon risque, moi, ici, pour mon client Desjardins, quand il est l'importateur, c'est pas plus risqué. Ce qu'il faut juste qu'ils comprennent, c'est que le premier bénéficiaire n'est pas le fabricant de la marchandise. Mais en bout de ligne, je m'attends quand même à avoir des documents conformes. C'est bon. Alors, ensuite, on peut prendre une pause? Oui, on a parlé de ça. Compte ouvert. Le compte ouvert à condition qu'on l'assure? Oui. Moi, je suggérais une courte pause. Parfait. Hein? On prend une quinzaine de minutes. Julie va avoir tout à l'heure des questions à poser à nos représentants d'institutions financières. Mais pour le moment, le retour de la pause, avant de passer à des questions, je vais vous montrer des éléments que j'ai mis pour vous en bibliothèque que Frédéric va vous faire parvenir. Et on va commencer cette deuxième partie par 3 vidéos que j'ai prises chez Exportation Développement Canada avec vous. Puis après ça, on va poursuivre. Comme ça, on va changer de rythme un peu. Alors, j'ai mis comme série de documents pour vous. Je fais à chaque fois des documents. EDC est une grande source de documents pour ce genre de choses-là. Alors, une gestion de crédit efficace que EDC met à votre disposition.
les demandes de crédit, les évaluations, le contrat, des éléments comme ceux-là. J'ai mis ça. Un autre document qui vient de chez eux aussi, gérer le risque de crédit, des choses que je vous laisse. Un document co-publié par Dun & Bradstreet aussi, malheureusement en anglais, sur la vérification de crédit des clients. Un document que j'ai pris dans une autre institution financière, parce qu'on les considère un peu toutes, qui vient sur un document détaillé sur la lettre de crédit, malheureusement encore une fois en anglais. Et Je l'ai en français. oui, c'est vrai. Tu me l'envoies, puis on va l'envoyer à nos participants. OK? J'ai aussi 3 autres guides récents, tout récents, d'Exportation Développement Canada. Un sur le crime financier à l'international. C'est le fun, ça. Oui, Très parce bon. que on est sujet à des arnaques de toutes sortes, hein? Ben oui. Non, mais ça Les- vous allume. Parlez-nous un peu. Les plus récentes, en fait, l'arnaque au président qui se passe beaucoup dernièrement, en fait, vous, dans votre cas, vous êtes un exportateur, donc vous êtes peut-être moins exposé à ça. Mais en tant qu'importateur, ce qui arrive, c'est que les clients se font hacker, vous recevez un courriel, tu as fait ma commande, j'ai bien reçu ta commande, mais écoute, j'ai changé d'institution financière, veux-tu envoyer l'argent maintenant à HSBC Hong Kong, tel nouveau numéro de compte? Les gens s'imaginent que c'est un courriel original de leur acheteur, ils envoient l'argent au mauvais endroit. Puis évidemment, quand on s'en rend compte que notre client, là, au bout, dit, écoute, tu as reçu, tu m'as pas envoyé L'argent a l'argent. disparu et le L'argent compte est n'est pas fermé. rendu, je t'envoie pas le stock ou qu'est-ce qui se passe? Ben non, tu m'as envoyé un courriel, puis là, oups, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a eu fraude. Évidemment, quand on s'en rend compte, l'argent a déjà disparu. Ça veut dire qu'ils ont hacké les serveurs de l'entreprise, Ouais. qui ont fouillé dans les courriels, Oui, qui sont allés dans les commandes, puis la gestion des commandes, oui, puis ils ont envoyé un faux changement de banque. banque. Ça, c'est la première variante. La deuxième variante, c'est carrément de la fraude à l'interne. Donc, ils hackent vos systèmes. Ils trackent le président, bien évidemment, un coup qu'on a hacké le système. Avec le style d'écriture. On voit le style d'écriture, on voit est-ce que la personne est présente, pas présente, absente via son agenda. Quand elle est absente, il y a un courriel qui part comme si c'était vous le président de l'entreprise à la personne des finances disant « Carl, c'est Jean-Michel, je suis en voyage d'affaires, parle-en à personne, j'ai un nouveau projet, j'ai besoin que tu envoies un dépôt pour une mise de fonds, pour une acquisition. Personne n'est au courant, c'est entre moi et toi, je te fais confiance. » Puis là, ben, Carl, il dit « Ah, c'est Jean-Michel qui m'a envoyé un courriel pour que je 1,2 million, pas rien de moins. Exactement. Il s'en va dans le système et il fait un transfert de fonds légitime. Donc, nous, la banque, on reçoit une demande de Carl. Carl est autorisé à faire le transfert de fonds. On prend l'argent puis on l'envoie, mais malheureusement, le courriel ne venait pas de Jean-Michel. Oui, que je suis Il chômeur venait lundi, moi. de quelqu'un qui a hacké le système puis qui demande à faire envoyer. Donc, c'est les deux nouvelles variantes des crimes financiers. Qu'est-ce qu'on fait avec Carl après ça, lundi matin? On souhaite qu'on ait attrapé l'arnaque à temps, que nous, comme institution financière, on ait le temps de rappeler la banque à l'autre bout, dire que notre client s'est fait frauder, puis essayer de rattraper les fonds. Évidemment, des fois, ça se peut que les fonds aient déjà disparu. La troisième, je pense, importante, on ne va pas s'étendre là-dessus, mais que je trouve très importante qui est arrivée plusieurs fois, c'est l'arnaque de paiement en trop. Donc, si vous êtes le vendeur, vous avez des produits sur Internet, vous recevez une demande de la part d'un client étranger qui dit « Oui, je suis intéressé par tes produits. C'est beau, je te fais un paiement d'avance, je t'envoie un chèque. » Et puis, 2-3 jours après, fait « Mon Dieu, j'étais donc distrait, j'ai mis 50 000 de 50 000 de trop. Écoute, encaisse-là, c'est pas grave, renvoie-moi la différence. Et puis, envoie-moi le transfert de fonds. Envoie-moi un transfert de fonds dans le fond pour rembourser la différence que ma secrétaire s'est trompée. Donc, et puis évidemment, je n'ai pas besoin de vous dire que si vous déposez le chèque puis vous retournez la différence, le chèque va revenir impayé, mais peut-être pas immédiatement parce qu'il peut être comme contrefait. Donc, avant qu'il se rende, qu'il trouve le chemin et que la banque émettrice en fond réalise qu'il est contrefait, ça peut prendre plusieurs jours. Oui, j'ai un beau vidéo là-dessus. Bon. Oui, que j'ai pas mis aujourd'hui, là, mais. Ça arrive. Oui. Frédéric?
Carl, on n'entend pas toujours bien Mme Fournier On va parler plus fort. ici. Je sais pas s'il y a moyen ouais, ou d'augmenter le volume de l'ordinateur. Augmenter le volume. Parce que je te l'ai fait baisser tantôt, hein. Toi, tu vibrais, mais... Oui, mais moi, c'est parce que je parle fort, j'ai l'habitude. Oui. Nathalie est plus discrète un peu. Pourtant. Oui. Voilà. Donc, les crimes financiers, c'est un peu ça. Ouais. Alors, ça, j'ai un guide aussi sur la politique de change, qui est un élément qu'on va aborder tout à l'heure. Donc, ça sera un document de référence qui va suivre par la suite. J'ai aussi un autre document pour vous sur la gestion des risques et le flux de trésorerie, qui va compléter ce dont on va discuter tout à l'heure. Vous avez de la matière pour tout le week-end à lire pour vous imprégner de ces connaissances-là. Maintenant, tout à l'heure, on a parlé ensemble d'assurance compte client. Alors, j'ai 3 petites vidéos. On va faire cette portion-là avant de retomber sur de la discussion. Donc, comme d'habitude, on va faire les 3 vidéos en rafale. Ça veut dire que je vous mets le premier, vous mettez le pouce quand vous avez vu le premier. Quand tout le monde a mis le pouce, je vous mets le lien pour le deuxième. Quand vous l'avez vu, vous me remettez le pouce, on fait le troisième. Alors, l'assurance compte client, un élément sur le développé des exportations avec plus de liquidité, puis un autre élément financier que je vais vous donner. Les 3, ça va représenter une quinzaine de minutes. Puis après ça, on va réaborder nos sujets. Ça va? On est d'accord avec tout ça? Denis est d'accord? Frédéric, Bobby, super. Alors, on y va. Ouais, nous autres, on va se débrancher de vous. Super. OK. Alors, on poursuit. Je ne sais pas si on a besoin de PowerPoint, là, mais... peut-être pas besoin de ça. Ça mettait là. De quoi on parle? On parle de risque? On parle de risque. On parle de risque. Allons-y. Nos amis de DC en ont parlé un peu rapidement. Évidemment, quand on fait les transactions à l'international, il y a toutes sortes de risques. On en a discuté quelques-uns au niveau du paiement. Évidemment, on va survoler les risques financiers en tant que tels. Donc, évidemment, on parlait de paiement et de manière d'être payé. Évidemment, c'est est-ce qu'on va être payé? Donc, dans le commerce international, les gens de DC ont dit que c'était toujours plus long, et c'est vrai, au niveau d'être payé. Évidemment, c'est le risque de paiement. Tantôt, Nathalie en a discuté un peu. On va assurer la maison, on va assurer la bâtisse, on va assurer la vie de l'entrepreneur, on va assurer plein de choses. Souvent, on ne va pas assurer le recevable. En fait, puis j'avais une statistique à un moment donné que j'avais lue qui m'a toujours marqué. Dans 70% des cas où une entreprise va faire faillite, c'est suite à ce qu'un de ses recevables, lui, n'aura pas été payé. Donc, 7 entreprises sur 10 font faillite à cause. 7 entreprises sur 10 vont faire faillite à cause qu'un de leurs clients ne les aura pas payés. C'est pas ça qui coûte cher, assurer ses recevables. Effectivement, c'est un coût qui devrait être à la limite inclus dans notre prix de faire affaire avec des gens à l'étranger. Si on a un avantage comparatif, si notre produit est bon, si la couleur de notre granit est exceptionnelle, ben, il y a un coût à ça, puis le coût doit inclure, selon moi, la prime d'assurance. Parce que la perte financière qui va s'en suivre de perdre une cliente de 50 000 ou 60 000, évidemment, pour faire 50 60 000 de profit, je vous laisserai faire le calcul de combien de bandes ça peut prendre pour remplacer 50 60 000 de profit. C'est du grand travail pour vous de devoir faire ça. Donc, évidemment, le risque de ne pas être payé, on a de l'assurance, on a les méthodes de paiement, on va aller chercher une lettre de crédit, lettre de garantie pour nous sécuriser, évidemment le paiement d'avance ou un dépôt pour
essayer de nous sécuriser le plus possible en tant qu'exportateur. On a parlé de DC, mais il y a d'autres sources d'assurance. Il y a quand même une variété de disponibles. Effectivement, il y en a plusieurs sur le marché. On a discuté de COFAS tantôt, d'avoir Euler, AIG, La Garantie, EDC, et il y en a tout plein d'autres. Il y a même des courtiers qui sont spécialisés pour ça. Effectivement, c'est le même principe qu'un courtier pour nos affaires personnelles. Donc, notre voiture, notre maison personnelle, des fois, il y a des gens qui vont faire affaire avec un courtier. C'est le même principe au niveau de l'assurance crédit. Le courtier va négocier pour vous la meilleure police. Il va magasiner pour vous auprès des différents assureurs. Et lui, il va être payé, pas par vous, il va être payé par l'assureur sur laquelle la qui a mis le contrat. Exactement, que vous allez signer le contrat. Alors, on a un élément, c'est parce qu'on a parlé on assure la maison, on assure l'auto, on assure la vie. On n'assure pas une maison parce qu'elle va brûler. On assure la maison parce que c'est un acquis financier, parce qu'on a une hypothèque dessus ou elle est payée, puis on veut pas. S'il arrivait quelque chose, on ne veut pas la perdre. On n'assure pas une maison parce qu'elle va brûler. On sait pertinemment qu'elle ne va pas brûler. Puis ça devrait être un peu la même chose avec nos recevables. Alors que souvent, les gens vont appeler en disant quand ils ont un problème, ils n'ont pas de prévenir d'avance en ayant une assurance qui va sécuriser, particulièrement ces recevables internationaux, mais même on peut assurer, si le cœur nous en dit, nos recevables locaux pour une prime qui n'est pas élevée, qui va nous permettre de nous sécuriser. Et l'assurance a la beauté d'être un avantage pour vous, l'exportateur, mais devient un avantage aussi quand vous allez vous présenter à l'institution financière pour obtenir des facilités de crédit plus souples et qui vont vous permettre de faire ces transactions-là. Quand on parlait tantôt de DC, des produits et de comment se préparer en termes d'entrepreneur dans la deuxième capsule, je crois, comme banquier, les banquiers aiment ça voir un exportateur ou un client qui se présente chez lui avec de l'information juste, et où on sent que vous allez être préparé. Donc, d'avoir une assurance crédit. Je viens de voir, je vais exporter, j'ai une assurance crédit. Je viens de voir, je veux exporter, je veux une lettre de crédit pour me sécuriser. Je veux gérer mon risque de change. Je viens de voir banquier pour gérer mon risque de change. Parce que je vais vendre en dollars US, je vais vendre en euros. Donc, je veux que tu m'aides à gérer mon risque. C'est des petits mots, mais souvent qui sont de la musique aux yeux de banquier parce qu'on démontre en termes d'exportateur que, on est en contrôle de la situation, qu'on sait de quoi on parle et on sait vers où on s'en va. Donc, au niveau du banquier qui va vous recevoir, évidemment, vous le saurez ou vous le savez déjà, votre banquier, c'est un conseiller, c'est quelqu'un avec qui vous allez parler, vous allez établir une relation. S'il sent qu'il peut avoir confiance en vous, lui, quand il va se retourner vers son département de crédit pour vendre votre dossier, parce que c'est ça que votre directeur de compte fait, il va vendre votre entreprise et le risque de votre entreprise à son département de crédit. En langage d'assurance, c'est ce qu'on appelle agir en bon père de famille. Ça veut dire qu'on prend les provisions nécessaires pour s'assurer que tout va bien. Il faut aussi leur rappeler qu'un recevable étranger pour l'institution financière n'a aucune valeur. Effectivement. À partir du moment où il est assuré, par exemple, avec l'exportation du Canada, ça permet de marginaliser ce recevable-là jusqu'à peut-être 75 dépendamment des institutions financières. Donc, ça devient marginalisable jusqu'à 90 Si j'ai une lettre de crédit, qu'elle soit sous quelque condition que ce soit, je ne peux pas la marginaliser. Mais si j'ai mon recevable est assuré, je peux marginaliser ce montant-là. Effectivement. Donc, ça va vous donner de la capacité de pouvoir emprunter sur ce recevable-là. Capacité qui va vous permettre de payer vos fournisseurs plus rapidement, de commander du nouveau stock pour faire une nouvelle commande, de pouvoir être plus rapide au niveau des paiements auprès de vos fournisseurs qui vous ont permis de faire cette expédition-là. C'est un tout. Ça vient ensemble. Ça fait partie du risque de faire du commerce international, comme c'est plus long au niveau des paiements, comme c'est plus long au niveau de la collection du recevable. Il faut être bien ferré en termes de cash flow et de suivi de nos flux de trésorerie pour pouvoir continuer à opérer. Je vais juste mettre un petit commentaire concernant les lettres de crédit export. C'est pas possible de financer une lettre de crédit à vue. Par contre, une lettre de crédit qui est à terme, donc payable 80 jours après la date d'expédition, le directeur de compte pourrait considérer, comme lorsque le compte est assuré,
Donc, il y a un engagement qui va avoir un paiement dans 80 jours, donc le considérer dans les comptes à recevoir. Une fois que les documents ont été Une fois que validés. les documents ont été acceptés, un peu comme l'assurance compte à recevoir d'ailleurs, c'est une fois l'expédition faite, donc c'est après l'expédition et non avant. Et puis, on peut aussi considérer escompter une lettre de crédit. Donc, une lettre de crédit qui est à terme. Lorsque les documents ont été acceptés pour une date future, c'est possible de demander à l'institution financière donc d'escompter le produit, donc d'être payé avant, que moins les frais d'escompte pour recevoir son argent plus rapidement. L'escompte, ça nous amène à l'affacturage, ça. Oui. Parlons donc de l'affacturage. Je vais en parler un peu. En fait, l'affacturage, les gens de DC, dans la 3e capsule, en ont glissé mot. En fait, l'affacturage, pour mettre ça simple, c'est le financement du compte à recevoir. Donc, l'achat du compte à recevoir par l'institution financière qui va payer comptant le compte à recevoir qui est payable dans 30, 60, 90, des fois 120, des fois 180 jours. Donc, l'affacturage est un produit financier disponible pour les exportateurs, entre autres, mais en fait, pour n'importe quelle entreprise qui a des clients qui sont solvables et qui ont une force financière intéressante. Donc, c'est pas nécessaire que ce soit l'exportation, ça pourrait aussi être domestique. Effectivement, l'affacturage peut être aussi pour le domestique, mais dans le cas actuel qui nous concerne, l'affacturage peut être aussi un one-stop shop, donc un endroit où on va aller chercher et l'assurance crédit et le financement. Donc, au lieu d'avoir une marge de crédit, d'avoir notre assurance compte à recevoir, on pourrait utiliser l'affacturage ponctuellement pour vendre donc, un recevable à l'institution financière des États-Unis, de Chine ou d'ailleurs dans le monde. Évidemment, comme je disais au début, si on va voir notre banquier dès le début, bien, on a un contrat, on a une possibilité de vendre aux États-Unis ou en Australie ou ailleurs dans le monde, mais on va explorer la manière qu'on va financer le compte. Donc, l'affacturage est effectivement une manière de gérer le risque au niveau de la transaction financière, comme la lettre de crédit est une manière de gérer le paiement qui va nous être envoyé. Donc, une nouvelle option, toujours dans notre recherche de liquidité pour pouvoir effectuer nos opérations de commerce international. Effectivement. Et évidemment, un n'empêche pas l'autre. Des fois, on va être payé par lettre de crédit ou on va aller à compte ouvert qui va pouvoir être assuré. Et là, on va pouvoir aller à notre client pour lui dire « C'est beau, tu peux me payer dans 60 jours. » Vous allez avoir obtenu une assurance crédit sur le recevable. Et en même temps, vous savez comme exportateur que vous êtes capable de vendre ce recevable-là à votre institution financière, compte paiement immédiat au lieu de vous faire payer dans 30, 60 ou 90 jours, qui va vous permettre de rencontrer vos obligations normales, que ce soit les salaires, que ce soit payer votre hypothèque sur la bâtisse, sur vos machines, et de payer vos fournisseurs aussi. Ou des fois, j'ai une deuxième transaction qui s'amorce et je peux aller chercher mes liquidités pour démarrer l'autre. Puis de fil en aiguille, d'une transaction à l'autre, je peux grossir mon entreprise avec des outils comme ceux-là, que je ne pourrais pas faire au début parce que je n'ai pas accès à ça. Oui, parce que le but comme entrepreneur, vous avez une mise de fonds, vous avez un capital dans l'entreprise, c'est de faire tourner ce capital-là le plus vite possible pour pouvoir, comme Carl disait, de générer des transactions et des nouvelles ventes. Le plus dur dans tout ça, c'est la première vente. La première. Parce que là, je n'ai pas d'outils. À partir du moment où j'ai la première, là, je commence à avoir accès à des outils, puis je peux cumuler ces outils-là, première vente, deuxième vente, troisième vente. Je peux jouer avec ces différents éléments-là. Je peux aller chercher des liquidités supplémentaires, je peux répondre à une plus grande demande parce que j'ai accès à plus d'argent, à condition que je le fasse de concert avec mon institution financière, puis que mon institution m'appuie là-dedans, qu'elle comprenne ces outils-là et comment je peux intégrer ça dans mon fonctionnement d'entreprise. Donc, la transparence comme entrepreneur que je dois avoir avec mon institution est très importante. C'est important aussi, dans le fond, de ne pas sous-estimer, quand on parlait de délai de faire du commerce international, c'est de ne pas sous-estimer ces délais-là, puis d'être prêt à discuter avec son institution financière de solutions pour nous aider à pouvoir réaliser des transactions. Donc, ça nous amène à tous les autres risques, en fait, qui pourraient avoir lieu. On a parlé beaucoup de risques commerciaux au niveau de nos clients, comment on pouvait les protéger. Évidemment, tout ce qui est risque pays, tout ce qui est risque de politique relié au pays, donc d'instabilité politique. On parlait tantôt de non-convertibilité de la devise, par exemple. Donc, un pays pourrait dire on ne peut pas sortir les devises. Donc, même si votre client
dans un pays Comme X, l'Algérie, par disons, exemple. ouais, c'est Pour exactement. beaucoup de problèmes. Disons l'Algérie, eux, pour vous envoyer de l'argent, c'est complexe. Il faut que ce soit autorisé, je pense, à très haut niveau du gouvernement ou au niveau de la Banque centrale, pour que de l'argent sorte de l'Australie puis s'en vienne vers le Canada. Là, il y a une liste d'attente. Effectivement. C'est pas parce que c'est autorisé que ça sort. Effectivement. Donc ça, c'est un risque. On sait quand c'est autorisé, mais après ça, on ne sait pas quand est-ce que ça va sortir. C'est un risque comme exportateur. Moi, je me souviens récemment d'un entrepreneur dans l'Abitibi qui a vendu en Algérie avec une lettre de crédit, youpi. Il attend encore son paiement qu'il va recevoir. Il est autorisé, mais pas arrivé. Effectivement. Donc, c'est pour ça que tantôt, on parlait de lettre de crédit sur l'Algérie. Souvent, on va demander à ce que cette lettre-là soit confirmée par une banque européenne, par exemple. Donc, par une banque française ou une banque américaine qui aurait des opérations là-bas, qui, elle, va s'engager à partir de l'Europe ou des États-Unis à faire le paiement pour sa contrepartie algérienne. Dans ce cas-là, est-ce que je peux assurer un recevable? Est-ce que ça rentrerait dans une réclamation d'assurance? Si la banque algérienne fait défaut de paiement dans les délais, à ce moment-là, je pourrais, si j'avais assuré ça, j'aurais accès à mon argent et je ne serais pas pris dans cette situation-là. Il faut que ce soit assuré. Je pense que dans l'assurance, avec un défaut un autre assureur, ça fait partie des risques qui peuvent être couverts. Ça fait partie, je pense qu'il faut bien comprendre, évidemment, quand on prend une assurance, pourquoi on est couvert. Ouais. Sinon, au niveau des autres risques, tout ce qui est économique, on a fait un peu le tour, juridique, humain. Moi, évidemment, je veux m'attarder un petit peu plus à tout ce qui est risque de change, parce que le risque de change est évidemment omniprésent quand on va faire de la transaction à l'international, à moins que vous ayez la négociation dans le sang puis que vous réussissiez à passer à votre importateur à qui vous allez lui vendre de vous payer en dollars canadiens. Si vous êtes capable, c'est la meilleure des choses, évidemment. Si vous payez en dollars canadiens, vous faites un prix, il n'y a aucune conversion, vous avez vos coûts ici en dollars canadiens, ben on est dans le meilleur des mondes. Par contre, essayez d'aller voir un Américain et de lui proposer de payer en dollars canadiens. Si vous réussissez, je vais être très content pour vous, mais malheureusement, habituellement, ils veulent que payer en dollars américains. Donc là, c'est vous qui prenez le risque sur la devise. On parle de début janvier, fin janvier, on était à 1,48 pour le dollar US. Donc 1,48 canadien donnait 1 dollar US vous donnait 1,48 canadien. Ce matin, je n'ai pas regardé, mais on devait être aux alentours de 2,30, 2,31, 2,29. On parle de 16, 17, 18 % de différence entre le mois de janvier et aujourd'hui. On ne parle pas de sur plusieurs années. Si vous avez vendu quelque chose au mois de janvier à quelqu'un en pensant que votre 100 000 $ canadiens US vous donnerait 148 000, mais qu'aujourd'hui, il en donne seulement 130, on parle de 18 000 de différence. C'est la différence des fois entre faire du profit ou faire très peu de profit ou même faire une perte. Donc, il existe plusieurs manières de se protéger contre la fluctuation de taux de change, que ce soit des contrats de change, que ce soit des options, que ce soit des stratégies hybrides entre les options et les contrats de change. C'est important de considérer ce risque-là quand on fait du commerce international et de discuter avec votre institution financière, comme je disais plus tôt, pour le cerner, le déterminer, puis après ça, prendre action pour choisir la meilleure stratégie qui va mieux aller à votre entreprise. Merci. En fait, elle n'a pas parlé beaucoup dernièrement, c'est peut-être pour ça que vous ne l'avez pas entendu. Moi, j'ai pas parlé beaucoup. Je vais faire. Ah, ben, on avertit d'avance, parce que quand il y a une intervention, on perd un petit peu là, ici. Merci. Alors, le change, là, se prémunir contre le risque de change, ça coûte combien? Je pensais que c'était ça la question de Bobby, je m'étais préparé, mais... Non, mais moi, je la pose. Combien ça coûte, ça, se prémunir contre ce risque de change-là? Ça me coûte combien, moi, qu'entrepreneur? En fait, il y a deux composantes à ta question, Carl. La première, évidemment, Desjardins, comme les banques, on va faire des transactions de change avec les clients comme vous. Malheureusement ou heureusement pour nous, on doit faire quand même une petite commission sur la transaction de change. En fait, la commission est souvent basée sur la grosseur de la transaction ou le nombre de transactions qu'une entreprise va faire annuellement. Donc, si vous faites 500 000 de change,
ou si vous faites 1 million, probablement vous n'aurez pas la même tarification auprès de votre institution financière pour faire votre échange de devises. En fait, c'est assez simple. On vous achète les devises en dessous du marché, puis on vous les vend au-dessus. Donc, une commission en haut ou en bas. Le principe de quand on va à l'aéroport puis on veut s'acheter des devises, on va toujours voir un prix vendeur et un prix acheteur. Tellement le prix vendeur est plus cher que le prix acheteur. Généralement, les commissions vont aller de presque coller sur le marché à 2%, 3% d'un côté ou de l'autre, dépendant du montant de la transaction. La deuxième portion de la tarification en tant que telle, ça c'est quand on fait de l'échange au comptant ou au spot, généralement on va parler. Donc on échange, j'ai besoin de 100 000 US, l'institution financière va le vendre au taux du marché plus une prime basée sur le volume ou sur votre volume annuel. Mais si on va aller parler au niveau des contrats de change ou au niveau des stratégies plus poussées au niveau des options, généralement, il n'y a pas de coût intrinsèque. Comme quand on achète la devise, le coût est inclus dans le prix que l'institution va vous faire. Donc, ce matin, le taux du marché était par exemple à 1,30. Bon, ben, si par exemple, pour 100 000 votre institution financière a déterminé que c'était 1 point de base, 100 points de base, donc 1%, et va vous vendre la devise à 1,31, donc votre 100 000 vous coûte 131 000 canadiens. Ou à l'inverse, si vous recevez 100 000 et vous voulez l'échanger contre des dollars canadiens, elles vont vous l'acheter, par exemple, à 129 000, donc à 1,29. Alors, quand je souscris pour prendre un contrat de change à terme, oui. Pour qu'on comprenne bien, j'ai une entente contractuelle avec un client aux États-Unis. Il va me donner 100 000 dans 2 mois. Le 100 000 aujourd'hui vaut 130, oui. N'est-ce pas? Mais on ne sait pas où va aller le marché dans 3 mois. Va-t-il monter? Va-t-il descendre? Alors, si je fluctue avec le marché, je joue un peu au casino, peut-être que je vais avoir 132, peut-être que je vais avoir 128. Exactement. On ne sait pas. Si je m'entends avec mon institution financière et que j'achète un contrat de change à terme sur lequel on s'entend que dans 3 mois, mon 100 000 américains, vous allez me l'acheter à 1,29 par exemple. Okay? Donc, ça veut dire que de manière comptable, je sais que dans 3 mois, je vais avoir 129 000 qui vont rentrer dans mes livres. Exactement. Là, je ne joue plus au casino. Je sais de manière claire et précise que j'ai 129 000 dans 3 mois qui rentrent dans mes livres. Exactement. Si tout va bien, mon expédition, mes documents, etc., etc. Évidemment, si le marché avait été en ma faveur, j'aurais peut-être eu 131. On ne sait pas. S'il avait été en ma défaveur, j'aurais peut-être été 126 000. On ne le sait pas. Mais si je le fais de cette manière-là, c'est comptabilisé et j'arrive exactement à ce montant-là. Donc, ma marge de profit, elle est claire à l'avance. Exactement. Alors, lorsque on s'entend ensemble à 129, ça ne sera pas 129 plus une prime. Ça va être ce montant-là. Et pour qu'ils comprennent bien, vous allez faire l'argent parce que vous allez avoir revendu ce contrat-là sur des marchés extérieurs. Vous qui me le faites à 1,29, vous l'avez revendu à un taux X à quelqu'un d'autre, qui l'a revendu à quelqu'un d'autre, qui l'a revendu à quelqu'un d'autre. Effectivement. Donc, ça ne me coûte rien. J'ai juste fixé un taux de manière claire pendant quelques mois si je veux jouer de manière sécure. En fait, un contrat de change à terme, ça implique 2 choses pour l'entreprise. Donc, ça prend en premier lieu, depuis novembre 2014, c'est obligatoire, une entreprise, pour faire des contrats de change à terme avec une institution financière au Canada, vous devez être enregistré. Donc, vous devez aller vous chercher un numéro d'entreprise qui s'appelle le LEI, qui est un Legal Entity Identifier, qui est un code unique à votre entreprise que vous devez être enregistré. Évidemment, ça découle de lois et de normes canadiennes et internationales. Donc, vous devez aller vous enregistrer et ça, il y a un coût. C'est 219 américains la première année, évidemment 109 pour renouveler à chaque année. Nos gentils gouvernements ont mis ça en place. Donc, il y a un coût pour s'inscrire pour avoir votre code LEI. Une fois que vous avez votre code, vous pouvez faire des contrats de change à terme, donc réserver des taux de change dans le temps avec votre institution financière. Et en deuxième lieu, ça va vous prendre une marge de crédit spécifique pour les contrats de change auprès de votre institution financière pour faire des transactions en devises. Donc, par exemple, votre institution financière pourrait vous demander pour faire des contrats de change jusqu'à 100 000 ou on va prendre 100 000 dans l'exemple, un montant en garantie.
pour garantir la fluctuation de la devise. Au cas où que l'entrepreneur ne réaliserait pas la transaction à l'échéance. Parce que le risque dans la transaction, si moi, Desjardins, je me suis engagé auprès de vous acheter votre 100 000 $ que vous allez recevoir de votre client au mois d'août, bien évidemment, Desjardins, on n'a pas besoin de dollars US, généralement. On transige pas mal en dollars canadiens ici avec nos clients pour payer nos salaires, payer nos bâtisses. On va avoir trouvé quelqu'un pour nous acheter ce 100 000 $ US là au mois d'août. Donc, on va s'être engagé de la revendre, le 100 000 $ au mois d'août. Évidemment, si au mois d'août, vous ne nous livrez pas la transaction pour X raisons, la transaction ne s'est pas réalisée, etc., vous n'êtes pas capable de livrer les dollars US au mois d'août, pour Desjardins, c'est un risque, et pour l'institution financière aussi, on devra acheter au marché le 100 000 $. Évidemment, si on le paye moins cher que le contrat, ce n'est pas un risque, c'est un profit qui se réalise sur la transaction. Mais s'il y a une perte, donc c'est pour ça que les contrats de change sont appliqués sur une marge de crédit. Donc, ça prend et le code LEI et une marge de crédit dédiée spécifique à faire des contrats de change. Il y a un outil de DC pour permettre de donner la garantie nécessaire à l'institution financière. Exactement. Comme ça ne grève pas vos marges et vos liquidités. Exactement. Rendu là, c'est ça. Un DC peut vous aider à obtenir cette marge-là et ou, comme Carl a dit, comme tu as bien dit, dans le fond, de ne pas geler votre marge de crédit puis de pouvoir l'utiliser à d'autres fins. C'est fou ce qu'il y a DC a des outils pour nous, hein? Ils ont plusieurs produits. Juste, vous avez vu les vidéos et toute la documentation qui était disponible qui vient de DC. C'est des grands partenaires des institutions financières. Ils ont parlé avec des gens d'RBC, mais ils sont en communication constante avec nous, Desjardins, au niveau des services internationaux, au niveau des lettres de crédit. Parce qu'ils l'ont mentionné aussi dans le vidéo, il y a aussi des cautionnements qui peuvent être donnés à Desjardins ou à une institution financière pour nous permettre, par exemple, l'émission d'une lettre de garantie ou d'une lettre de crédit stand-by qui est reliée à un contrat d'exportation. On a parlé de ça tantôt, les lettres de garantie, hein? On en a parlé tout à l'heure. OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Risque de change, on touche à ça. Risque humain, ça va. Hein? Qu'est-ce qu'on voulait aborder d'autre? On voulait aborder l'importance de la relation de l'entreprise avec son banquier. Moi, je trouve que c'est un élément dont on ne parle pas assez souvent. Oui. En fait, on en a un glissé mot, puis il y a DC aussi, en parlant avec le directeur de compte de la Banque Royale. Je pense qu'il a mis le point sur quelque chose d'important. En fait, votre banquier, oui, est là pour vous donner ou ne pas vous donner du crédit ou du financement, mais je pense qu'il est aussi là aussi pour vous conseiller, vous accompagner dans vos projets, dans vos plans de développement, que ce soit domestique ou à l'international. Les gens comme moi, au niveau de services internationaux, sont là pour vous aider et vous conseiller aussi pour regarder, quand je disais tantôt, de ne pas attendre à la dernière minute avant de montrer un contrat à un directeur de compte ou à quelqu'un qui travaille à l'international dans votre institution financière. C'est important parce qu'il y a des choses qu'on va voir rapidement. Vous voulez, votre client en Chine dit qu'il va vous donner une lettre de crédit. Ben, il vous donne un ébauche. Si vous gardez l'ébauche jusqu'à la fin, puis on la sort, ben là, je suis prêt à shipper, voici ce qu'il va m'envoyer. Ça se peut que dès le départ, moi qui va passer à travers, ou Nathalie qui va regarder la lettre au niveau de son département, on va noter des trucs qui sont particuliers. On va avoir vu, des fois, ça peut être un client qui vous contacte, avec lequel vous n'avez pas une grande relation d'affaires, il va vous envoyer un modèle de lettre de crédit qui dit qu'il va pouvoir vous envoyer. Mais nous, on sait très bien que cette lettre de crédit-là circule chez 15 ou 16 clients et que c'est une fraude. On parlait de fraude tantôt ou de scheme international pour faire ces transactions-là. La banque va sortir de telle banque en Suisse. Voici un modèle, bien, on sait que cette banque-là est réputée, pas cette banque-là, mais il y a des fausses lettres de crédit qui circulent et des faux acheteurs qui utilisent ces lettres-là sur Internet. On peut rapidement vous guider et dire, ne perdez pas vos énergies sur ce client-là ou sur ce faux client-là.
ou aller investiguer plus loin parce que nous, ça nous semble bizarre comme transaction. Les clauses qui vont être incluses dans la lettre, des fois, ne sont pas réalisables. Donc, ce ne sera pas réalisable pour vous de fournir la documentation pour être payé. Donc, c'est comme pas avoir de lettre de crédit. S'ils vous demandent, par exemple, souvent ce qui est demandé, ben, vous, comme exportateur, vous allez devoir fournir, par exemple, à Desjardins, pour pouvoir réclamer sur votre lettre de crédit, un certificat provenant de votre acheteur. Si votre acheteur ne vous fournit pas ce certificat-là, jamais vous allez pouvoir réclamer sur la lettre de crédit. Donc, oui, vous avez une belle lettre de crédit, mais jamais vous allez pouvoir l'utiliser tant que votre acheteur ne vous aura pas donné ce certificat-là. Puis s'il met une clause comme celle-là, c'est pour ne pas te donner son certificat. Effectivement. Par contre, je ferai une parenthèse intéressante. Nous, à une certaine époque, on importait beaucoup de produits alimentaires, entre autres de Chine. La qualité était variable et dans le but de se protéger, un élément qu'on demandait dans la lettre de crédit, qui normalement était officiellement payable à vue, on demandait à ce qu'un des documents qui soit obligatoire soit le certificat d'acceptation par Agriculture Canada. Ça veut dire que quand même qu'il présente ça à vue à s'embarque en Chine, tant que le produit n'est pas arrivé ici et qu'il n'a pas clairé Agriculture Canada, donc aussi la douane, il y avait un jeu un peu délicat, là. Il ne pouvait pas avoir son paiement pour être sûr que le produit qu'il nous envoie soit de qualité. Je sais que la première fois, souvent, le Chinois ne s'en rendait pas compte. Évidemment, il faisait toute une histoire dans le délai long, mais on faisait ça de manière à se protéger. Et après ça, ça devenait une habitude, il acceptait ça. Mais la première fois, on lui passait toujours ça en dessous de la couverture. Il ne le voyait pas. Il se demandait pourquoi on ne pouvait pas lui donner son certificat d'agriculture. Alors, je me souviens, on achetait entre autres du champignon chinois en service alimentaire, les cannes de plusieurs kilos, là. Parce que dans les pizzas, il faut qu'ils le sachent, c'est pas du champignon frais, c'est du champignon chinois, n'est-ce pas, entre autres. Et on avait un taux de réjection de 20%. Ça veut dire 2 containers sur 10 étaient rejetés. Donc 2 containers sur 10, ben, ça représentait, je ne sais pas, facilement 50 000 qu'on aurait eu en réclamation. Alors, comme celle-là, si ça ne passait pas à l'agriculture, il n'y avait pas de certificat. Et ces 2 containers-là, sur des envois de 10, on ne les payait pas. Et c'était à eux de les gérer, de les reprendre ou de les envoyer ailleurs. Ben, je peux confirmer, Carl, qu'on en fait encore des lettres de crédit comme ça. Donc, une lettre de crédit documentaire à l'importation, il m'arrive d'ajouter ce document-là, donc pour l'importateur. C'est-à-dire que même si tous les documents sont conformes, tant que je n'ai pas ce dernier document-là, qui est bien indiqué dans la lettre de crédit, on ne fera pas le paiement. C'est un bon exemple où est-ce que, comme bénéficiaire, il faut comprendre qu'il y a une des conditions. Une protection pour qu'une saine transaction profitable pour les deux parties. Et non pas que personne se fasse léser. Sauf qu'ici, on parle à l'inverse, donc d'un importateur qui reçoit des champignons de Chine où la qualité est variable, mais où on peut présumer que Agriculture Canada n'est pas trop corrompu ou n'est pas corrompu, versus un exportateur canadien qui va envoyer sa machine en Jamaïque, par exemple, ou dans un pays d'Afrique, ou dans... En Jamaïque, où le fonctionnaire pourrait être... sujet à pression, à ne pas émettre le certificat. Parce que le client a changé d'idée à l'autre bout. Pour n'importe quelle parce qu'ils sont cousins. Aussi. Puis là, on se trouve dans une situation impossible et le matériel est au quai là-bas. Et en particulier en Jamaïque, il pourrait disparaître du quai. On espère que le stock est assuré. Oui. Parce que ça pourrait être des choses qui arrivent. Facilement. Je pense à ce pays-là, pas pour rien. Quand on parlait de risque tantôt, on parlait de crédit documentaire, on parlait d'avoir le contrôle sur notre transaction. Si on veut mettre une lettre de crédit ou si on veut assurer le recevable comme exportateur, c'est parce qu'on veut gérer notre risque. Donc, gérer le risque, ça va aller jusque dans... vous avez eu des formations sur les contrats, sur toute la documentation à obtenir. C'est aussi gérer les documents qu'on doit remettre, mais c'est aussi comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que les documents peuvent être conformes, ou à l'autre bout, le document d'inspection ou le document de Food China n'arrivera pas parce que, comme Carl l'a dit, votre client est de connivence avec la personne du gouvernement. Puis là, elle va dire, ben, j'ai pas le certificat de ça, mais je pourrais peut-être dire à ma banque de t'envoyer 50% du montant.
Je pourrais. C'est un risque au niveau de la transaction pour vous, parce que là, vous avez votre machine ou vos blocs de granit qui sont rendus à l'autre bout du monde, pour lesquels vous êtes encore responsable des frais de port, par exemple. C'est au port en Chine, c'est votre matériel, c'est vous qui êtes responsable parce que vous devez les livrer directement chez votre Chinois à l'autre bout. Donc, c'est des frais pour vous de payer au port là-bas et ou de rapatrier les blocs ici, par exemple. Un élément qu'on n'a pas mentionné, qui est très important tout à l'heure, lorsqu'on parle d'assurance recevable, il faut comprendre aussi qu'il y a une limite à l'assurance recevable et que l'assurance ne s'applique pas s'il y a un litige. Et ça, l'assureur oublie souvent de le mentionner en cours de route. C'est très important. Il faut comprendre que si je suis en chicane avec mon fournisseur ou mon acheteur parce que le capuchon n'était pas assez bleu ou parce que, qu'importe, l'étiquette manquait une ligne de je ne sais pas quoi, là, j'ai un litige. Et pour ça, l'acheteur à l'étranger dit oui, mais c'est pas exactement comme ça. Ça, l'assurance recevable ne rentre pas en ligne de compte tant que j'ai un litige. Et un acheteur étranger qui peut avoir une tendance frauduleuse peut se servir de ça de manière adéquate pour refuser de payer et pour essayer de m'obliger d'accepter un prix à la baisse. Effectivement. Donc, c'est pour ça qu'il est important. Tantôt, on parlait de lettre de crédit ou de compte ouvert. Les deux ont leur risque. Donc, la lettre de crédit, vous devez être capable de remplir la documentation de façon conforme pour pouvoir recevoir le paiement de votre banque, de la banque de votre client. Mais aussi le recevable, si vous êtes allé à compte ouvert et vous l'avez assuré, le risque, effectivement, ça va être un litige, ça peut être à peu près n'importe quoi au niveau de ne pas se faire payer. Il faut comprendre aussi qu'il y a toujours un délai dans le remboursement par une assurance. Donc, comme exportateur, tu vas faire un suivi, dans le fond, sur la marchandise. Elle est arrivée, elle a été acceptée. Là, si après ça, le litige sort, bien là, il faut voir s'il y a vraiment de la mauvaise foi de la part de l'acheteur. Je pense que l'assurance, s'il s'agit vraiment d'une faillite de la part de l'acheteur, l'assurance va payer rapidement. Et s'il y a un litige, ils ne paieront pas. Puis si c'est juste des délais, ça va prendre un certain temps avant d'être remboursé aussi. Alors, Nathalie, toi, ton travail chez Desjardins consiste à travailler avec l'entreprise, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Beaucoup, tu vas rencontrer l'entreprise, tu travailles avec eux. Tu peux nous parler de ça un peu pour que ces gens-là comprennent en quoi ça ressemble une relation avec l'institution financière et l'entreprise? Tout à fait. Bien, au niveau des... je vais rapprocher. Au niveau, par exemple, des émissions de lettres de garantie ou de lettres de crédit stand-by, c'est un produit vraiment, on fait encore plus que les lettres de crédit documentaires, donc les besoins peuvent être assez variés. Donc, moi et mon équipe, évidemment en collaboration avec l'équipe des directeurs développement services internationaux, on est là dans le fond pour présenter les produits aux entreprises et de voir comment ils peuvent être utilisés de façon adéquate dans leurs transactions pour bien, dans le fond, pour bien les protéger ou pour minimiser les risques ou encadrer les risques, dans le fond, par rapport à leurs transactions. Donc, on est là pour les conseiller, puis évidemment pour libeller, pour écrire ces lettres de crédit stand-by, ces lettres de garantie-là, selon les besoins des parties. Parce qu'en fait, si je peux rajouter, Nathalie, souvent, ce qui va arriver, par exemple, pour nos exportateurs qui vont recevoir une lettre de crédit, on va souvent demander, moi je propose souvent à mes exportateurs de dire, demande à ton client de te donner une lettre de crédit que sa banque serait prête à émettre. Puis là, de faire une ébauche. De faire une ébauche qu'on va recevoir, puis là, l'exportateur ici a la lettre, il dit, bon ben, il vient me voir moi ou on va le mettre en relation avec l'équipe de Nathalie. Regarde la lettre, ça c'est ce que la banque chinoise, par exemple, serait prête à nous émettre. Ça nous donne une idée de l'acheteur chinois, sa position dans la transaction, parce que des fois, il va tirer la couverte complètement sur son bar, il va demander des documents qui n'ont pas d'allure ou qui sont hors de contrôle, ou il va essayer de tout passer en dessous de la table. Donc là, ça nous donne une idée de dire, écoute, avec ce client-là, probablement, on va peut-être avoir de la misère parce que déjà là, il nous en demande beaucoup. Ou des fois, on reçoit une lettre, puis on va dire à notre client, écoute, la lettre que tu as du chinois, prends-la, c'est numéro 1, il te demande presque rien, ça va être facile à rencontrer les conditions. Donc, on est là aussi pour conseiller l'entreprise dans quel type de clause on devrait rajouter, quel type de clause on devrait enlever
ou quel type de clauses n'ont pas d'allure dans l'interprétation de la lettre de crédit. Puis l'équipe de Nathalie, c'est ce qu'ils font sur une base quasi journalière. Alors là, je vais me joindre à vous. Non, mais reste là, il ne faut pas que tu sortes de ça. Je peux rester dans le mieux comme ça. Voilà. Alors, l'exercice que je voulais qu'on fasse ensemble aujourd'hui est le suivant. Vous vous rendez certainement compte de la complexité de ce qu'il peut y avoir dans tous ces éléments financiers à l'international. C'est un travail de professionnel. Vous êtes habilité à concevoir votre produit, à bien le faire, vous avez un génie dans votre façon de faire, mais du coup, certains éléments, comme la spécialité pour le transport et la logistique, ben, on laisse ça aux spécialistes de logistique. Et dans ce qui concerne le paiement à l'international, ben, c'est pas qu'on laisse ça à la banque, mais on se fait conseiller en partenariat avec l'institution financière pour avoir les meilleurs résultats possibles, les plus sécuritaires possibles, pour pouvoir performer de la meilleure manière possible. Le point où je vais en venir, c'est que, encore une fois, on mentionnait tout à l'heure que notre directeur de compte en succursale a des compétences, bien sûr, mais peut-être que ces éléments-là, il les maîtrise un peu moins. Alors, lorsque je vais aller à l'international, je vous ai demandé, dès le départ, on a parlé de diagnostic. Alors, dans le diagnostic, on pourrait comprendre que ces éléments de paiement international, c'est quelque chose avec lequel vous êtes moins à l'aise, en général. Donc, dans la solution que je voudrais mettre à l'avant dans le plan, parce que vous devez faire un plan et le partager, l'institution financière est un de ceux à qui vous allez partager votre plan avec vos budgets et vous allez lui demander conseil. Vous allez lui demander de jeter un coup d'œil là-dessus parce qu'eux vont être capables, l'équipe de Nathalie par exemple, de Jean-Michel, de dire ici, mais peut-être qu'on le ferait différemment. Moi, je me souviens d'une directrice avec laquelle j'avais travaillé à la Banque Royale, à la place Ville-Marie, à une certaine époque. Quand je lui apportais un plan, je revenais une semaine après ou 10 jours après, il était annoté en rouge, en vert, en jaune. Elle avait des questions. Le stock ici appartient à qui? Qui est responsable là? Quand c'est à l'entrepôt, est-ce qu'il est assuré? Puis des éléments comme cela. Elle voulait tout savoir ces éléments-là pour être sûr que j'étais le plus sécure possible. Elle aussi, bien sûr. Et en partageant ça avec elle, ça m'a permis, à un certain moment donné, je recevais un container payable sur présentation des documents, mais ça prend le certificat d'Agriculture Canada. Mais pour avoir le certificat d'Agriculture Canada, ça prend les documents pour que la douane l'ouvre. Pas de document, pas de certificat, pas de certificat, pas de document. Alors, comme ma relation était privilégiée, si on veut, avec ma banquière du moment, elle me disait, signe-moi une quittance. Le conteneur valait 70 000 $. Dans ce temps-là, mon auto valait, je ne sais pas combien, là, mais pas grand-chose. Je n'avais pas de maison, je n'avais rien du tout. Ma signature ne valait pas 70 000. Je signais, je partais avec mes documents, j'allais à l'entrepôt, la douane ouvrait, faisait son travail, Agriculture Canada ouvrait, faisait son travail, j'obtenais mon certificat, je me précipitais chez mon client parce que j'agissais comme intermédiaire, comme maison de commerce. Mon client prenait les documents, me remettait le chèque, hop, je retournais à la banque et je déposais ça, tout ça en dedans de 24 heures. Ça, c'est un privilège qui n'existe pas, c'est pas écrit nulle part, ça. OK? Non, mais ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que je ne pourrais pas faire ça si mon banquier ne me connaît pas, il n'a pas confiance en moi, il ne me sert pas aussi de guide, donc j'écoute les recommandations. Alors, le but d'aujourd'hui, c'est que vous appreniez à travailler avec les gens compétents dans vos institutions financières pour développer une relation comme celle-là. C'est comme ça que vos affaires à l'international peuvent faire un grand bond. On a vu aujourd'hui rapidement que si j'utilise mes outils d'une bonne manière, je peux augmenter mon capital disponible pour répondre à mes commandes. Mais il serait utopique de penser aujourd'hui d'aller voir mon institution financière en disant « Je voudrais avoir des commandes et j'aimerais ça que tu me octroies du crédit pour ça, ça ne marche pas de même. » Pas du tout, pas du tout. À partir du moment où j'ai ma première commande, ma deuxième, ma troisième, si je combine bien mes outils avec eux, je suis capable de faire une croissance qui peut être surprenante. N'est-ce pas? Bien d'accord, merci. Ouais. Mesdames, messieurs, vous avez des questions pour nos invités d'aujourd'hui? Ils sont tous d'influence décisive. Définitivement, clairement. Voilà. Alors, je pense qu'à moins que vous ayez d'autres questions, ce serait tout pour aujourd'hui.
Je l'ai mentionné à Frédéric tout à l'heure. La semaine prochaine, on ne sera pas en ligne. Je suis en déplacement et je viendrai d'atterrir en Afrique du Nord. Donc, on va remettre la formation de la semaine prochaine à la semaine suivante. Ça va être un élément de conclusion. On va décortiquer la transaction. On va comprendre comment tout ce qu'on a vu ensemble s'assemble. Alors, si vous n'avez pas d'autres points, c'est la fin de la journée. Pouce?